Dans le podcast de cette semaine, on vous parle du jeu de société au Japon avec Izobretnik. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une émission spéciale. Oui, parce que c'est pas un format courant, habituel, récurrent du podcast, même si on est en compagnie d'Izobretnik. Salut Iso. Salut Paul Gara, j'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien. Eh ben écoute, ça va très bien. Et ouais, je disais, c'est pas un format récurrent habituel parce qu'on va pas parler du Tokyo Game Market cette fois-ci ensemble. Non. On va plutôt proposer une émission dont tu as eu l'idée. Et le principe, ça va être un peu de faire une rétrospective du jeu de société au Japon, du jeu de société moderne, c'est-à-dire du développement du jeu de société moderne, des auteurs de jeux, des jeux importants, fondateurs, des jeux créés au Japon par des auteuristes japonaises importants. Voilà, je sais pas, je pense que c'est à peu près ça notre ligne de notre feuille de route. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un projet quand même très ambitieux. Ouais. J'espère pas dire trop de bêtises, notamment sur l'histoire du jeu de société au Japon, parce que c'est quand même quelque chose alors ça nous a pris pas mal de temps, en tout cas de mon côté pour la préparation. Même s'il y a des noms qui paraissaient évidents, j'espère que j'en ai pas oublié trop. C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Une chance, c'est qu'il y a très peu d'auteurs qui parlent français, donc ça va à la limite. Ouais, on peut échapper à ce genre de problème, mais c'est vrai que j'ai peur d'avoir oublié des gens, quoi, quand même. Ouais, c'est l'exhaustivité qui est jamais évidente dans ce genre de proposition. C'est ça. Forcément, il va y avoir peut-être des oublis ou une autre personne n'aurait peut-être pas fait exactement les mêmes choix en fait que toi. Oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que moi, ça m'intéresse justement de voir un peu le retour des gens. Est-ce que les auteurs ou autrices qu'on aurait manqué. À mon grand regret, je me rends compte en relisant la liste quand même que c'est quasiment une liste exclusivement masculine. Ouais. Ce qui s'explique peut-être encore plus au Japon qu'ailleurs, mais c'est quand même un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Alors là, pour moi, ça va être reposant parce que c'est vrai que c'est surtout toi qui va intervenir. Donc non, mais c'est parce que forcément, on a qu'une vision quand même assez parcellaire, je pense en Europe de ce qui se fait, et on n'a pas finalement, je pense pas forcément l'historique non plus. On n'a pas cette vision-là encore. J'ai l'impression qu'on est un peu encore dans la découverte du jeu japonais. Mm-hmm. Oui, puis l'histoire est quand même plus longue qu'on ne pourrait le penser. Oui. Moi, j'ai pas mal repris mes recherches, notamment dès que tu cherches un petit peu en japonais, tu as accès à plus de ressources, évidemment. Et c'est vrai que je suis un peu tombé dans le rabbit hole, comme on dit, parce que là, au bout d'un moment, en fait, je m'en sortais plus. Je me disais, il faut que je m'arrête parce que sinon, c'est plus possible. Mais je me suis retrouvé à acheter des jeux. On en reparlera sans doute sur la dernière partie du podcast, mais pour faire des comparaisons, parce que je pense qu'il y a matière. Ok. Mais l'histoire est beaucoup plus développée qu'on ne le pense, et notamment grâce à quelques pionniers qui sont encore aujourd'hui vivants et vraiment importants, quoi. Première question, c'est est-ce que le jeu de société moderne, il existe au Japon préalablement à ce qui se fait en Europe, ou c'est ça va venir d'abord par l'Europe, l'Allemagne? Nous avais déjà dit que l'Allemagne c'est quand même la référence en matière de jeux de société pour les amateurs amatrices de jeux de société au Japon, historiquement en tout cas. Oui, ça le reste encore d'ailleurs, même si moi j'essaye de défendre un petit peu d'autres marchés, notamment le marché français, parce que c'est un marché qui est quand même ultra dynamique. Mais pour les Japonais, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, en général, ça reste quand même Rainer Knizia et puis toute la clique Friedman Freeze, les habituels, quoi. C'est toujours ce retour au vert et au marron allemand qui semble bénéficier d'un attachement tout particulier de la part des Japonais et des Japonaises, parce qu'elles sont pas en reste pour le coup. Mais c'est marrant, même si je pense que il y a quand même, tu vois, le Pionfesseur on est aussi très très amateur, mais il y a des gens comme Randolph, etc., qui sont des personnalités du jeu, qui ont eu un impact vraiment très fort au Japon. Oui. Je pense que le Japon, c'est le seul pays où on a fêté, par exemple, le 100e anniversaire d'Alex Randolph. Tu vois, c'est pas arrivé ailleurs. Enfin, j'ai pas l'impression que ça ait eu une envergure aussi importante. Pas en France, hein. Pas en France à ma connaissance, vraiment. De là à sortir des t-shirts, à vraiment faire une célébration en fait de cet auteur qui a été vraiment important et dont beaucoup de jeux sont encore édités en japonais. Il y a quelques auteurs comme ça qui ont, comment dirais-je,
Qui ont un statut un peu particulier, un peu de superstar, en fait. C'est ça, c'est des marqueurs, en fait, de l'histoire du jeu de société au Japon. Et c'est vrai qu'on peut pas enlever ça à Rainer Knizia, qui a quand même un catalogue assez fou dans son escarcelle, mais aujourd'hui, si on demande aux joueurs et joueuses japonais ce qu'ils pensent et quels sont les auteurs ou les autrices les plus en vue dans le monde du jeu de société, je pense qu'ils reviennent quand même régulièrement sur ces vieilles références. Ouais. Même si, tu vois, quelqu'un comme Knizia et même Freezer, ils sont toujours dans l'actualité, ils sortent des jeux régulièrement, mais ils font plus partie vraiment, je pense, aujourd'hui, du dynamisme moderne du jeu de société. Attention, je dis peut-être une bêtise sur Knizia, parce qu'il est tellement prolifique que il y a toujours un moment où il sort des pépites, mais... Oui, et puis il arrive toujours, Knizia, à remettre des jeux dans les sélections du Spiel, tu vois, ou de l'As-d'Or, là, avec Rebirth. Enfin, c'est assez fou parce que, tu vois, il revient tout le temps. Enfin, c'est comme, il arrive toujours à faire des propositions qui mettent un peu tout le monde d'accord, quoi. Ah bah, de toute façon, oui, on peut pas lui enlever le fait que c'est un génie, je pense, du game design. Je sais pas s'il travaille seul aujourd'hui sur ses créations, mais quand bien même, quoi. Il est initiateur d'idées qui sont toujours assez, pas forcément révolutionnaires, mais qui sont toujours dans l'air du temps. Et on voit qu'il sent vraiment comment le marché fonctionne. Et c'est impressionnant à plus d'un titre, sur sa façon de démarcher les éditeurs. Enfin, il y a tout un tas. C'est vraiment un personnage unique dans le monde du jeu de société. Et je peux comprendre pourquoi les Japonais sont aussi fidèles à cet auteur, parce que ils gardent toujours les droits japonais pour des éditeurs japonais. Donc il leur rend un peu l'appareil quand même. Je sais plus si c'était dans le podcast ou à l'occasion d'une interview pour Plateau qu'on avait discuté, que tu me disais que il y avait quasi pas au début des années 2000, il y avait pas de localisation vraiment des jeux, et que c'était beaucoup des imports, et que c'était chaque boutique faisait même sa propre traduction des jeux importés. Oui, il y a ça, c'est au début des années 2000, 2004, 2005, quand moi je suis arrivé au Japon. En tout cas, c'était le cas. Avant ça, parce que le jeu de société est arrivé au Japon avant ça, évidemment, mais c'est le moment où les boutiques ont commencé à se créer et qu'il y a eu un public un peu plus large qui s'intéressait aux jeux de société. C'est vrai qu'on était vraiment sur les boutiques qui importaient, et il y en a encore aujourd'hui comme Banesto, tu vois, qui importent beaucoup en commandant directement aux éditeurs étrangers, qui faisaient leurs règles, leurs traductions. Donc t'avais parfois des traductions différentes et des façons de jouer différentes, parce que c'était pas forcément ils sont pas forcément bilingues en allemand, tu vois, ou en français, ou en anglais, ou en suédois, ou peu importe la langue. Donc ils s'improvisent à chaque fois traducteurs sur tout un tas de langues. Ouais. Et il y avait aussi une population d'amateurs et d'amatrices qui traduisaient et qui mettaient en ligne sur des sites. Alors les sites existent encore, ils sont vraiment archaïques. Déjà qu'en 2026, les sites japonais sont encore archaïques, mais à cette époque-là, il faut imaginer, c'est vraiment en gros, c'est l'internet Excel, comme j'appelle ça. C'est un cadre avec trois colonnes, 2 lignes, et puis t'as des liens, et ça te permettait d'accéder à des traductions amateurs pour certains jeux. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais qui a longtemps existé. Et d'ailleurs, les bases de données sont encore vivantes. C'est-à-dire que tu peux encore aller sur ces sites qui ont été créés en 2005-2006, ou même avant, et récupérer les traductions japonaises des jeux qui ont eu du succès à l'époque. Tu vois, les failles d'outils, il y a plein de jeux comme ça, tous les jeux allemands de début des années 2000 jusqu'à 2010. T'as toutes les traductions japonaises faites par plein d'amateurs différents, quoi. On va maintenant parler des auteurs pionniers et importants selon toi. Donc tu le disais, il n'y a pas d'autrice dans cette liste, malheureusement. On va forcément aussi parler de jeux qui seront peut-être un peu dans les jeux qui sont, selon toi, dans ton top 10 personnel. Ouais. Avant de rentrer dans le vif de ta liste d'auteurs, on va parler aussi d'une personnalité qui pour toi est très importante dans le développement du jeu de société au Japon. C'est le fondateur du Tokyo Game Market. Oui, un des fondateurs du Tokyo Game Market. Alors, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il doit avoir 76 ans. C'est un monsieur qui s'appelle Jun Kusaba, alors, c'est étonnant parce qu'il a vraiment un parcours qui est probablement le parcours le plus impressionnant pour une personne au Japon, dans ce que ça a apporté, en tout cas, pour le marché japonais à l'étranger, mais
Il a créé le Game Market en partie avec d'autres personnes en 2000, donc c'était la première édition du Game Market. Et il a continué en fait à gérer le Game Market avec une équipe de passionnés jusqu'en 2009. Et je pense qu'après 2009, ça a été repris par Arclight parce qu'il avait des liens assez forts avec Arclight. Je me demande d'ailleurs si Arclight avait s'il y avait déjà eu la scission entre Arclight et Hobby Japan à l'époque, mais enfin bref. Et ensuite, en 2006, il a aussi été l'initiateur en fait du projet japonais Japon Brand, enfin Japon Brand, qui, je vais pas le rappeler, mais c'est quand même s'il y a eu pas mal de passages de main sur cette entité, ça reste une entité qui a eu une importance capitale sur le développement du jeu japonais à l'étranger. Il y a quand même des jeux comme Love Letter, Machikoro et plein d'autres encore qui ont été signés par des éditeurs étrangers via Japon Brand et leur passage à SN. Et puis c'est encore aujourd'hui, tu vois, en 2025, 2026, ils seront là aussi. Mais ils ont toujours un stand avec des auteurs qui sont des auteurs-autrices qui sont connus, qui ont des jeux qui seront signés ou pas, mais peu importe. Et c'est le fait qu'il ait créé en partie le Game Market, qu'il ait créé Japon Brand, il a aussi créé le prix du jeu de l'année du Game Market en 2014. Aujourd'hui, il est encore assez actif en fait dans sa vie locale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'initiative aussi de la création d'un musée du jeu analogique, donc des jeux de plateau principalement. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui a essayé de relancer la Goita, qui est un jeu traditionnel que j'adore. C'est vraiment une personnalité qui est très très importante, je pense, pour le jeu de société au Japon. Et malheureusement, il est assez méconnu. Bon, c'est une personne qui est assez discrète. Il est connu de quelques personnes qui sont au courant de son existence et qui ont suivi le Game Market, tout ça depuis longtemps, mais c'est une personnalité qui est quand même malheureusement très très méconnue, quoi. Et je voulais en parler pour que il ait une place aussi un peu dans cet épisode particulier, quoi. Ouais, dans cette rétrospective. Où il a clairement sa place, hein, c'est évident. Très bien. Eh ben, on va dérouler la liste des auteurs. Donc, je sais pas si quand tu les as proposés, c'est par ordre chronologique un peu de leur travail ou plus ce qui était le plus évident pour toi, je ne sais pas. Alors c'est plus par logique de qui revient en tête en premier. D'accord. Il y a pas d'ordre de préférence. Il y a même d'ailleurs des jeux que j'aime pas dans la liste. Il y a pas d'ordre. C'est pas alphabétique. C'est pas non plus par rapport à quel point ils sont pionniers dans le rapport du jeu de société japonais à l'étranger. Mais c'est une liste qui me semble être assez pertinente, même si je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu être ajoutées, évidemment. Mais on s'est limité à une dizaine de personnes pour pas exagérer non plus. Donc, écoute, alors j'avoue que le premier auteur que tu cites, alors je vais te laisser quand même prononcer tous les noms. Pas parce que sinon ça va être problématique. J'avoue qu'en fait je connaissais pas son nom honnêtement, en toute franchise, hein. Mais il y a au moins un de ces jeux auxquels j'ai joué, donc ça me rassure un peu. Non mais voilà, parce que tu sais, tu te dis waouh. En fait c'est vrai que c'est le nom me parlait pas, contrairement à d'autres auteurs qu'on citera après dont j'avais la certitude d'avoir des jeux à la maison ou jouer, quoi. Ouais, le premier auteur c'est je vais dire le nom de famille en premier parce que c'est plus naturel au Japon, mais oui. C'est Kawasaki Susumu, donc qui est un auteur qui faisait vraiment vraiment partie des tout premiers auteurs japonais à s'exporter, bien avant Seiji Kanai, bien avant d'autres. On est assez surpris parce que finalement les auteurs japonais qui se sont exportés les premiers sont souvent les plus méconnus. D'accord. Il a vraiment fallu attendre Love Letter et Seiji Kanai, puis on en reparlera plus tard, mais Trains de de Hayashi Hisashi, pour que les auteurs japonais marquent un peu de leur empreinte la carte du monde. Mais il y a eu des auteurs avant eux, des auteurs qui sont importants. Et Kawasaki Susumu, qui est un auteur qui est encore actif aujourd'hui, il a sorti Air Echo en 2003. Il a aussi fait un jeu qui s'appelle Traders of Osaka, qui a été repris plusieurs années après. Donc il y a eu un remake d'un jeu qui était sorti chez Z-Man. Ce qui m'a surpris, en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches sur tous ces auteurs qui me revenaient en tête, c'est que je me suis rendu compte, parce que ça c'est un truc que je voulais
mettre aussi au clair, c'est que pendant très très longtemps, j'ai pensé, et avec pas mal de certitude, que les premiers éditeurs étrangers à s'être intéressés au marché japonais, c'était principalement des Français, des Américains, et parmi les Français, c'était en gros Emmanuel Beltrando avec Monster Games, c'était Cocktail Games avec Mathieu Despnous, mais il y avait aussi AEG avec Zinger, je n'arrive jamais à prononcer son nom de famille, et puis TMG, Testing Minstrel, qui a disparu depuis. Mais en fait, bien avant ça, et d'ailleurs, il va falloir que je cherche qui était la personne responsable du sourcing à cette époque, mais en fait, la plupart des premiers jeux japonais qui sont exportés, c'était sous le label de Z-Man. D'accord. Et on parle des débuts des années 2000. D'accord. Ce qui est quand même très très étonnant dans tous les premiers jeux qu'on voit sortir comme ça, et c'est le cas notamment aussi de Shadowhunters, qui est encore édité, je pense, par Matago en France. Oui. Ce sont des jeux qui sont chez Z-Man, qui ont été trouvés par Z-Man, et je ne sais pas exactement par quel canot. Le Game Market existait déjà, mais je suis sûr qu'il n'y était pas. Oui, tu veux dire comment ils ont eu l'accès finalement à ce qui se faisait au Japon, quoi. Exactement, exactement. Sachant que ce sont des auteurs Japon Brand, ils ont tous été à un moment ou à un autre dans le catalogue de Japon. Et donc, je me dis que c'est sans doute via l'intermédiaire des initiateurs de Japon Brand que il devait avoir un contact particulier ou privilégié avec Z-Man, ce qui a été le cas après avec AEG, faut pas se mentir, il y avait un AEG, TMG était toujours prioritaire sur tous les autres éditeurs qui existaient à l'époque, parce que c'était eux qui étaient qui avaient signé des jeux, donc il y avait cette notion de fidélité, et je pense que Z-Man a bénéficié de ça avant tout le monde, et bien avant tout le monde en fait. C'est ça qui m'a surpris. Et je pense que quand j'aurai un peu de temps libre, je continuerai à creuser tout ça parce que ça m'intéresse. Donc voilà, Kawasaki Susumu. Pour revenir à cet auteur, donc Air Echo, qui est un petit jeu de cartes qui est ressorti il y a, si je dis pas de bêtises, 2 ans au Japon, dans une version particulière où en fait Hobby Japan avait décidé de célébrer en fait la carrière de cet auteur. Et c'est un auteur qui est assez particulier. Il a un personnage, en fait, quand tu le vois sur le Game Market, il a toujours des cheveux d'une couleur différente. Il met des vêtements qui sont, je sais pas comment dire, mais qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et il a vraiment une personnalité particulière. Et malheureusement, je pense qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait. Et c'est aussi parce que sa création est moins intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'était au départ. Et c'est un peu dommage. C'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que c'est un auteur que j'aime bien. Et je suis toujours un peu déçu de voir ses nouvelles productions, même si je pense que son dernier jeu en date sorti à l'étranger, c'était via Allplay. C'était un jeu, une sorte de bingo amélioré. J'ai un peu oublié le nom, mais voilà, c'est le premier auteur dont je voulais parler, donc Kawasaki Susumu. Moi, je sais que je connaissais le jeu que je connaissais de lui, c'était Crime Hotel, en fait, qui était sorti chez Happy Baobab. Et qui avait été aussi après sorti en français chez Aurora. C'est pas il y a 10 ans, mais pas loin maintenant. Qui était un jeu un peu un jeu de déduction par élimination avec une partie pli qui était assez originale. Ouais, c'était très malin. C'était très très malin. Ouais. C'était 2018, Crime Hotel. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est marrant parce je vois qu'il a un jeu chez ABBA aussi, qui date de 2015. Ouais. Donc il a une carrière qui est un peu on va dire en phase descendante. Même si je pense qu'il y a toujours des surprises à attendre. Et moi, je suis toujours ce qu'il fait. Il y avait un jeu que j'aimais beaucoup, une sorte d'escape game où tu essayais de pas te faire écraser en temps limité. C'était vraiment très malin. Je pense que le jeu aurait mérité d'être développé et puis sorti chez un éditeur un peu plus important, mais le jeu est passé assez inaperçu. C'est assez dommage. Mais voilà. Death Cube, ça s'appelait, je pense, de mémoire. D'accord. On continue avec le prochain auteur ? Ouais, le prochain auteur que j'ai voulu citer, c'était Kisaragi Hayato, qui doit évoquer peu de choses, parce que déjà, il a un nom de famille compliqué. Enfin, il a un nom compliqué tout court, mais c'est quelqu'un qui a fait un jeu qui s'appelle Grimoire, qui est sorti il y a pas mal de temps. Je pense que c'est 2010. C'est un jeu qui est sorti principalement en Allemagne. Je ne sais pas s'il a eu une version française. C'est un jeu principalement de cartes. C'est aussi quelqu'un qui a participé en fait du développement de Love Letter en créant une licence qui s'appelle Lost Legacy. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Ben ça, je pense pour le coup que oui, Lost Legacy, ça me parle parce que je pense que c'est avec le Pionfesseur. Alors j'y ai pas joué, mais c'est le Pionfesseur qui m'en a parlé, il me semble. Ouais.
En fait, c'était un projet qui était initié par Kisaragi et Seiji Kanai. Parce que Kisaragi, de base, c'est quelqu'un qui travaille dans les TCG. Donc, il crée des cartes, en fait, pour plein de TCG différents en freelance. Et il est assez doué sur la création de synergies entre cartes, etc. Et du coup, il a proposé à Seiji de lancer Lost Legacy. Donc, la première boîte de Lost Legacy, c'est Seiji et Hayato, de mémoire. Ouais. Et ensuite, ils ont fait appel en fait à des auteurs qui étaient un peu en poupe, qui avaient du succès. Il y avait notamment Hisashi, il y avait Masato Uesugi, il y avait plein d'auteurs comme ça. L'auteur de Cat in the Box était aussi dans la liste. Plein d'auteurs à qui ils ont proposé de créer une version de Lost Legacy. Et il y a quelques années, je me souviens, je regrette de m'en être séparé, mais il y avait une boîte qui avait en fait une grande boîte qui contenait toutes les boîtes de Lost Legacy dans une version deluxe, qui est aujourd'hui introuvable et qui doit coûter une fortune parce que on est dans un univers de scalper, mais je regrette profondément de m'en être séparé. Il y avait des twists qui étaient intéressants. C'était beaucoup mieux qu'à ce qu'a fait AEG sur certaines versions de Love Letter, et notamment celle du boss de AEG qui a fait un truc assez immonde. Mais il y avait vraiment plein de bonnes idées. Et Kisaragi est encore actif aujourd'hui, même s'il sort beaucoup moins de jeux. Il va surtout publier des jeux d'autres auteurs ou autrices sous des noms de groupes d'auteurs assez différents à chaque fois. Mais c'est quelqu'un qui a été important en fait pour la scène japonaise jusque les débuts des années 2000, quoi. 2020, pardon. Ouais, moi j'avoue que j'ai pas joué du tout à ces jeux, donc je connais juste de nom Lost Legacy principalement dans sa production. Je pense qu'il y avait une version en anglais qui était sortie chez AEG. Hein. Ça n'a pas dû marcher beaucoup parce que ça va être introuvable aujourd'hui, mais il me semble qu'ils avaient sorti plusieurs des boîtes qui étaient sorties au Japon aussi. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'à l'époque, tu sais, c'était, on en parlera après, mais sur les challenges à 500 yens, tout ça, à cette époque-là, en fait, il y avait pas mal d'auteurs qui proposaient des planches de cartes de Lost Legacy avec une thématique qui reprenait en fait les jeux importants du salon. Ouais. Et tu devais le découper à la maison, mettre ça dans des protections, dans des protège-cartes, et tu pouvais jouer en fait avec un deck de 16 cartes comme ça qui était créé juste pour l'occasion. Et je dois en avoir quelques-unes de planches comme ça que j'avais gardées précieusement. Et c'est assez marrant de voir à quel point ils ont créé vraiment beaucoup de versions différentes autour de Love Letter, quoi. C'est vraiment variation sur thème à l'infini, quoi. Ouais. Alors, prochain auteur. Pour le coup, là, avec un jeu qui est très important. Oui, qui est important et notamment sur le marché français. Ouais, qui est vendu en France depuis super longtemps en fait. Hein. C'est ce qu'on se disait, on se faisait la réflexion que ça faisait longtemps qu'il était vendu en France. Ouais, le jeu est sorti en 2005, je pense dans sa version Z-Man en premier. C'est un jeu de Ikeda Yasutaka, qui était un auteur assez important aussi à un moment, qui a disparu aujourd'hui en fait du monde du jeu japonais, et qui s'appelle Shadowhunters. Alors c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, donc je peux pas en parler très précisément. Je sais que c'est un jeu à rôle caché qui est très inspiré en fait du loup-garou. Enfin très inspiré, peut-être pas jusque là, mais en tout cas il y a une inspiration claire qui vient du loup-garou, de Mafia, d'autres jeux de ce genre. Alors moi j'y ai joué et effectivement c'est un jeu comme tu le dis à rôle caché où on va qui est quand même assez différent en termes de sensation du loup-garou. J'y ai joué justement assez récemment parce que comme on en a parlé pour l'émission, en fait t'as une sorte de tu vas avoir deux clans qui vont s'affronter, donc les créatures et les chasseurs, et puis tu peux avoir aussi des neutres. Et selon le nombre de joueurs et joueuses, tu vas avoir des alliances en fait qui vont se faire, c'est-à-dire que tu vas forcément avoir un allié parmi les autres. Le but étant effectivement d'essayer de se trouver parce que comme chaque fois que tu vas jouer des cartes, tu vas jouer pour en fait faire des sortes de pas de sales coups, mais potentiellement de enlever des points de vie. Donc au début, quand tu commences, potentiellement tu peux même attaquer ton allié en réalité sans le savoir. Donc le but va être essayer de découvrir qui est avec toi pour pouvoir l'emporter, sachant que selon le personnage que t'as pas exactement la même condition de victoire. C'est-à-dire que les shadows, les créatures, elles vont avoir la même condition, les chasseurs, chasseuses vont avoir la même condition, mais c'est surtout les neutres qui peuvent avoir des conditions qui diffèrent en fait, tu vois, de victoire. D'accord. Moi, je trouvais que c'était plutôt c'est plus compliqué, plus complexe en termes de gameplay. Ça repose pas sur de la en fait, dans les loups-garous, ça repose beaucoup sur de la discussion.
de la manipulation et un peu de... Là, il y a quand même vraiment, en termes de gameplay, c'est plus éprouvé, je trouve. Tu vois, il y a plus de choses qui sont proposées. Nous, ça nous a vraiment beaucoup plu. Moi, j'ai des enfants qui sont en plus très fans de tous les jeux comme ça où tu as un rôle caché. Donc, nous, ça a très bien fonctionné et j'ai trouvé que c'était... tu vois, là où on en reparlera, mais d'un loup-garou pour une nuit qui est vraiment le truc le plus simple au monde, qui est ultra simple et minimaliste en termes de tout, de durée, de gameplay, de matériel. Là, on est dans quelque chose qui est déjà un peu plus élaboré, mais qui est très, très plaisant en termes de sensations, quoi. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les gens le savent parce que le marché du jeu japonais, il a beaucoup été inspiré par justement des jeux comme le Loup-garou, comme Mafia, etc. Et une des tendances qu'il y avait au début dans les premiers game market, enfin ça a duré plus d'une dizaine d'années, mais c'est que énormément d'auteurs et d'autrices en fait reprenaient les principes de base de ces jeux qui étaient très ancrés en fait dans la culture et qui sont des jeux qui dépassent en fait le cadre du jeu de société, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont joués par des gens qui ne jouent pas. Et dans les lycées, dans les collèges, tout ça. Et du coup, c'est marrant de voir qu'il y en a quelques-uns qui sont passés entre les mailles du filet, parce que généralement, les éditeurs étrangers, quand ils entendent parler de loup, la première chose qu'ils font, c'est s'enfuir, parce qu'ils savent très bien que ça va être compliqué, légalement, ça va être compliqué, que même si... comment dirais-je, il y a certains principes qui sont dans le domaine public, il y a quand même des jeux qui sont édités autour de ces principes-là, et du coup, très généralement, ces jeux sont ignorés par les éditeurs. Donc là, le jeu devait être suffisamment différent pour que un éditeur prenne le risque, en fait, de s'engager sur ça, quoi. Pour qu'on le tente, Mais c'est un peu l'histoire globale de tous ces jeux dont on se dit qui s'inscrivent dans la lignée des loups-garous, et c'est une histoire folle parce que quand tu sais déjà que les loups-garous à la base c'est pas du tout un jeu original ni un jeu traditionnel, mais que c'est déjà un plagiat en réalité en fait d'un jeu existant dont l'auteur originel Dimitri Davidov, qui était donc un psychologue, un prof d'université qui avait créé le jeu pour faire des expériences avec ses étudiants, avait dit que le jeu était en libre accès, mais pas pour des raisons commerciales. C'est assez fou comme histoire, tu vois, de voir toutes les inspirations, les reprises, et toute la complexité qu'on a, je trouve, autour de ce sujet aujourd'hui, quoi. Tu sais, après on peut aussi embrayer sur tous les jeux un peu disgracieux qui ont des pics de vente monstrueux en France qui sont inspirés de Cards Against Humanity, tu vois. C'est vrai que c'est à partir du moment où il y a des choses qui sont mises comme ça en libre accès pour des buts non commerciaux. En général, il y a toujours un moment où ça dérape un peu, mais... Oui, il y a toujours quelqu'un qui se dit qu'il va faire autrement et qu'il va en faire il va en faire une utilisation commerciale sans aucun état d'âme, on est d'accord. Ouais, et puis ça passe. C'est ça le plus fou, quoi, c'est que ça marche. Enfin bref. Donc voilà pour Shadowhunters, donc il y a un jeu qui est quand même un jeu vraiment très très important dans la présence du jeu japonais à l'étranger. Je suis persuadé que presque personne ne connaît le nom de l'auteur. Autant Love Letter, il y a des gens qui peuvent dire que c'est Seiji Kanai. Oui. Shadowhunters, je suis persuadé que 100% des gens n'ont pas le nom en tête. C'est... Tout à fait. Moi, je reconnais, je connaissais pas du tout le nom de l'auteur, et c'est vrai que là, je me suis plus intéressée au jeu parce que c'est en préparant l'émission ensemble, en fait, et que effectivement, de se dire que le jeu, des jeux qui 20 ans après sont toujours en vente. Enfin, il y en a pas. C'est quand même notable, je trouve. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et c'est pas forcément, tu vois, autant on parle souvent de résistance dans les jeux à rôle caché, on parle souvent de résistance, on parle souvent de Secret Hitler et tout. C'est pas le nom de celui-là qui revient le plus fréquemment, je trouve. Alors qu'il propose vraiment encore quelque chose de vraiment différent et plutôt original, quoi. Ouais, tu sais, ça fait partie de ces jeux dont les gens ne parlent plus depuis des années et qui continuent à se vendre en silence, tranquillement. Ouais. Et il y a pas mal de jeux comme ça, à l'air de rien. On est souvent surpris sur certains titres qui ont des existences très très longues, alors qu'en fait, la plupart des gens, ça fait des années que les gens n'en parlent plus ou n'y ont pas joué ou ne savent même plus ce que le jeu évoque. En fait, c'est assez étonnant ce phénomène dans le jeu de société. Ouais. Alors ça va être un peu le contraire avec l'auteur suivant, parce que je pense que ah oui, là on va taper dans le jeu qui a clairement mis le Japon sur la carte du monde dans le monde du jeu de société. C'est un jeu donc qui est sorti en 2012 qui s'appelle Love Letter, dont l'auteur est Seiji Kanai.
Seiji, qui était un auteur qui était déjà là depuis longtemps, aussi un auteur dans le catalogue de Japon Brand à cette époque-là. C'était vraiment la grande époque, en fait. C'était la grande époque du game market, parce que c'était les premières années où il y avait... Enfin, quand je dis les grandes époques, c'était mieux avant, c'est pas du tout mon délire, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était encore un moment où tout était à défricher. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, les Japonais, les Japonaises sont conscients qu'il y a des gens qui viennent sur les game markets pour essayer de repérer des jeux et les amener à l'étranger. C'est évident, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Même les très jeunes auteurs-autrices sont conscients de ça. À l'époque où Love Letter sort au Game Market, Seiji le sort encore dans une enveloppe. C'est un jeu qu'il a fait en pas mal d'exemplaires, mais qui vendait pour 2,50 € avec le change d'aujourd'hui. Et c'est un jeu sur lequel personne ne s'est attardé pendant 2 ans, quoi, tu vois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Alors peut-être qu'il y avait déjà des histoires de contrats derrière, mais entre le moment où j'ai eu pour la première fois un Love Letter et j'ai découvert à quel point ce jeu était incroyable dans les mains, et le moment où il est sorti dans cette version extrêmement moche AEG, parce qu'ils voulaient absolument garder leur univers dégueulasse de série merdique là. Désolé, ça fait 2 gros mots à la suite, mais là, c'est tellement horrible cet univers de Tempest là. Enfin bref, c'est vraiment un jeu qui a marqué, je pense, le monde du jeu de société. Et c'est un jeu qui a plein d'effets positifs sur la vision du jeu de société japonais à l'étranger, qui a aussi été en fait le point de départ d'expressions un peu maniérées qu'on peut avoir sur le Japon et le minimalisme, le game design en peu de cartes, alors que ça s'explique par plein de choses différentes et que t'as on parlera du jeu juste après de Hayashi, mais Trains, on n'est pas dans le minimalisme. Non. C'est la même année. Ouais. Donc il y a quand même cette dimension très forte. Le jeu a un impact très fort. C'est un jeu qui explose les chiffres de vente, qui est encore aujourd'hui très vivant. Le jeu, il a 14-15 ans aujourd'hui. Et ça reste une des grandes références, je pense, c'est le top 100 d'énormément de gens qui connaissent le jeu de société, quoi. C'est vraiment un jeu important. Puis il y a toutes les déclinaisons, enfin je veux dire, c'est toutes les déclinaisons, les rethématisations, le fait que c'est comme si c'était un système en fait t'as un système après que c'était approprié pour faire d'autres jeux par-dessus, quoi, en fait. Oui, bah oui. Après, c'est ces stratégies commerciales pour faire vivre un jeu en relançant le jeu original, en créant des partenariats avec, je me souviens, il y a Adventure Time, mais au Japon, il y a eu pas mal de versions, tu sais, qui étaient illustrées par des artistes indépendants ou qui avaient un petit nom dans le monde de l'illustration, du manga, etc. Et donc, il y a plein de versions qui sont vendues en tout petit nombre d'exemplaires. Ok. Et j'aime beaucoup ça. On est très loin des partenariats comme Adventure Time à l'époque quand c'est sorti, ou Batman, ou il y a eu quoi ? Il y a eu aussi pour le Love Letter toujours. Il y a eu le Love Letter Cthulhu. Il y en a un Cthulhu par exemple. Le Cthulhu est très bien. C'est un des meilleurs, je pense, dans les variations. Il y a eu celui aussi avec le gant de Thanos. Voilà, mais le nom m'est revenu. Oui, c'est ça. Ouais, la main de Thanos, qui était... j'y ai pas joué, mais la présence de table était intéressante pour un petit jeu minimaliste. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est hyper important dans l'histoire du jeu japonais. Je pense que c'est peut-être même le jeu le plus important, je pense. Pas forcément en matière de game design, mais en tout cas en termes... En termes peut-être de rayonnement, j'ai l'impression que c'est surtout ça, en fait. Exactement, d'impact que ça a eu sur le monde. Ouais. Comme tu l'as dit, je pense que c'est un jeu... Seiji Kanai, ça doit être un auteur dont on sait que c'est lui qui a fait Love Letter. En fait, il y a vraiment c'est très associé. Il a une notoriété qui est forte. Le jeu, je pense que le jeu est quand même... Oui, il a vraiment marqué les esprits, et on a l'impression que c'est comme si c'était... c'est probablement faux en termes de réalité, mais on a l'impression que c'est vraiment le moment où le jeu japonais s'impose, quoi, comme si ça s'imposait d'un coup, et que ça a été une découverte pour beaucoup, même si c'est probablement faux en termes de fait, mais parfois on peut avoir cette impression. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ce jeu-là qui est très fondateur. Ouais, et ce qui est marrant, tu vois, c'est que malgré le succès
incroyable de Love Letter en 2012-2013 quand il est sorti sur les marchés étrangers. Au final, la fréquentation des game markets a peu changé. C'est-à-dire que c'était toujours les mêmes habitués qui venaient. Il n'y a pas eu le phénomène post... un entrain, un élan. C'est ça. Alors qu'après le Spiel, et ce sera sans doute le cas en mai cette année aussi, il y a un nombre d'éditeurs étrangers qui dépasse la raison, quoi. Je veux dire, on arrive à s'il y avait le même engouement pour plein d'autres marchés mineurs comme la Corée, etc., je pense qu'il y aurait un vrai plus en matière de diversité du jeu de société dans le monde. Oui. Mais c'est vrai que là, le Spiel, ça a vraiment été l'élément qui a... il y a eu Trio aussi, évidemment, mais je pense que Love Letter aurait dû avoir cet impact au moment où il est sorti et il l'a pas eu. C'est ça qui m'a étonné. C'est-à-dire qu'il a eu un gros impact au niveau commercial et au niveau des joueurs et des joueuses. Et en matière de retour critique, c'est un jeu qui est brillant, je pense. Ouais. Mais il n'a pas eu l'impact attendu sur l'arrivée. Au niveau business, finalement, tu veux dire au niveau comme pro, que les pros se disent peut-être on devrait plus s'intéresser à ce qui se fait au Japon. Ouais. Au Japon, voilà. Ouais, je pense que l'impact était vraiment mineur par rapport à d'autres références qui sont sorties plus tard, en fait. Oui, parce que ça fait quand même 15 ans quasiment, donc tu te dis... Alors qu'on a l'impression que l'engouement, il est quand même plus récent. Enfin, l'engouement à ce point un peu généralisé, quoi. Pour le Tokyo Game Market, on a l'impression que c'est plus récent, donc c'est pas comme si ça avait été effectivement le déclencheur, quoi. Exactement. Alors pour l'auteur suivant, justement, on en parlait il y a 2 secondes, c'est donc Hayashi Hisashi. L'auteur de Yokohama, de Bombbusters évidemment, qui a gagné le premier Spiel japonais, mais aussi à cette époque-là, en 2012, de Trains, qui moi m'a beaucoup marqué parce que c'est un jeu qui est sorti au moment où Dominion, etc. avait vraiment beaucoup de succès dans le monde entier. Et pour moi, Trains, c'est le premier à avoir amené une vraie mécanique de plateau dans un jeu de deck building. Dans le deck building. Et mécaniquement, c'était brillant. Le thème, je suis pas un fan des thèmes de train. Je sais qu'au Japon, il y a pas mal de garçons qui ont cette obsession pour les trains, qui est partagée par pas mal de gens dans le monde, hein, mais au Japon, c'est quand même extrêmement obsessionnel. C'est pas mon délire, mais du coup, ce qui m'a plu dans le jeu, même si le thème est pas un thème qui m'attire, c'est que mécaniquement tout fonctionnait. C'est-à-dire que entre le réseau que tu créais sur le plateau, cette notion de pollution que tu pouvais avoir dans tes cartes, qui venait pourrir un petit peu ton deck, et la création du deck pour créer un réseau ferroviaire, c'était brillant, quoi. Ça marchait vraiment très très bien. Il me semble que c'était AEG qui avait sorti la première version étrangère. Oui. Je pense que c'est ça, effectivement, ouais. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. AEG pour l'édition, la seconde, parce qu'il y a une première édition, a priori, qui était bilingue. Oui. Mais où ils sont pas crédités. Il y a une édition allemande qui est l'édition Pegasus Spiele, et puis l'édition, effectivement, la deuxième, ce qui est étiqueté comme deuxième édition française, c'est édition anglaise, pardon, c'est AEG. Et en français, c'était Philosophia, ouais. Et la première version, ça devait être celle qui était disponible à SN, qui était bilingue, du coup, tout à fait. sur le stand de Japon Brand. Hein. Ouais. Je me souviens que les gens, à l'époque, ils en avaient beaucoup parlé du jeu. C'est marrant parce que là, tu vois, Trains, c'était chez AEG, donc un des premiers aussi éditeurs américains implantés sur le marché japonais. Et Yokohama, c'était TMG. Et ces deux-là, ils se battaient beaucoup sur les jeux un peu costauds à l'époque. Et Yokohama, ça a été un beau succès aussi. C'était à l'époque... Au Kickstarter, il y avait pas mal de campagnes comme ça autour de jeux à des prix qui étaient encore raisonnables. Ouais. Des versions deluxe déjà à l'époque, mais je me souviens que Yokohama avait eu un gros succet aussi d'estime en tout cas, et commercial en tout cas sur le marché américain, quoi. Et il me semble que la nouvelle version de Yokohama est ressortie récemment, de mémoire. Oui, et je crois qu'elle est sortie chez... c'est pas Synapse ? Oui, c'est ça, il me semble, oui. Et Trains, j'imagine que c'est un jeu qui ressortira... parce qu'il le mérite, parce que c'est j'imagine qu'avec une belle mise en avant graphique un peu plus subtile que celle d'AEG, les gens vont vraiment décidément penser que je n'aime pas AEG, mais pas du tout. Disons que c'était une époque un peu spéciale. Mais je pense que
si je me souviens bien, la nouvelle version de Yokohama, il y a pas mal de dorures, elle est vraiment très très jolie et très, on va dire, subtile. Ouais, moi je sais que j'ai la version de, c'était quoi, DLP, je crois qui est orange. DLP, oui, la version allemande, ouais. Ok. Qui était plus, peut-être moins jolie en fait selon nos critères. Enfin, qui était peut-être plus, austère. Voilà, c'est peut-être le bon terme. Ouais, austère, c'est peut-être le bon mot, ouais. C'est le bon mot. La dernière chose peut-être à ajouter sur Hisashi, c'est que contrairement aux auteurs, à l'exception peut-être de Kawasaki Susumu, je pense que c'est l'un des auteurs les plus touche-à-tout, en fait, de la création japonaise. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des petits jeux de cartes, des jeux de communication, des jeux limite enfants, et ensuite de faire des jeux très costauds. Et je me souviens qu'à l'époque de la sortie de Yokohama, une remarque qu'il m'avait faite, c'est que, et je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans le podcast, c'est que il était très frustré, en fait, de voir que tous les jeux autour de l'histoire du Japon étaient faits par des éditeurs, des auteurs, des autrices étrangers. Et il s'était lancé comme défi de faire un jeu sur l'histoire japonaise fait par un auteur japonais. Et Yokohama, c'est donc le premier jeu qui est sorti dans cette mouvance. Et c'est un très bon jeu. Je pense que c'est un excellent jeu, Yokohama. Mais c'est vrai que je me souviens aussi que quand on avait discuté avec lui à Berlin, à l'occasion du Spiel des Jahres, on avait discuté avec lui du fait qu'il a effectivement une diversité de production en fait assez forte, qu'il n'a pas un genre de prédilection et autour duquel il tourne. Mais que voilà, il y a vraiment plein de types de jeux qui l'intéressent, de mécaniques. Enfin, il a fait aussi, c'est lui aussi qui a fait Metro X. Exactement, oui. Qui est aussi qui a quand même aussi eu son succès en Europe. Là, il y a Railway Boom qui est de lui qui a été sorti à Essen. Je crois que c'est Cranio qui a retravaillé le jeu. Ouais, ils l'ont beaucoup retravaillé. Je sais même pas si Hisashi en fait a participé au retravail sur le jeu. Ouais. Mais c'était une collaboration Cranio et Arclight de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc pas mal de productions différentes et forcément Bombbuster aussi où il explore le jeu coopératif à communication restreinte. Enfin, oui, alors que tu vas avoir peut-être d'autres auteurs qui vont plus tourner autour du même catégorie de jeu. Parce que ça, on peut l'observer. C'est un peu comme, tu vois, des auteurs européens comme Vlad Chvátil qui va faire un peu de tous les types de jeux différents, en fait, qui s'essayent un peu à tout. Alors qu'on en a d'autres qui vont rester beaucoup dans la même fibre. Lui, on le sent qu'il est plus effectivement, comme tu le dis, touche à tout. Ouais, exactement, ouais. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est que je pense que, tu vois, si on reprend l'exemple de Chvátil, ils rencontrent leur plus grand succès dans des catégories où on les attend pas. Ça qui est assez étonnant, quoi. Ouais. Et là, je sais que j'ai vu qu'il y avait Circadia. J'ai commencé à en voir pas mal parler de Circadia qui sort aussi chez Synapse. Alors, généralement, c'est rare, je pense, alors peut-être que je peux me tromper, hein, mais c'est très très rare que Hisashi sorte un jeu sans passer par le Game Market. Bah oui. Je pense que c'est jamais arrivé. Donc, c'est rare qu'il propose des jeux sur prototype, tu vois. Mais peut-être, mais je connaissais pas, tu vois, j'avais même pas entendu parler du jeu, donc c'est tiers. Je suis curieux de savoir ce que ça réimplémente, si c'est le cas. Oui. Pareil. Et de voir ce que ça parce que là c'est quoi, c'est une campagne Kickstarter ou un truc dans le genre, ou c'est un jeu qui va sortir je pense que ça va sortir, j'ai l'impression, et moi j'ai commencé à avoir des coms dessus, tu vois, sur le jeu. Alors j'avais pas tilté que c'était de Hisashi, mais voilà, j'avais trouvé la couve assez marrante. Ouais, c'est je pense que j'ai retenu, tu vois, l'image dans un coin de ma tête, et ouais. Ben faudra demander, faudra leur demander, sinon on peut demander à l'éditeur ou tu demandes à je sais pas poser la question. On continue avec quelqu'un que tu connais très bien. Oui, alors un auteur plus jeune, c'est donc Uesugi Masato, qui est plus jeune certes, mais qui est quand même impliqué dans la création depuis plus de 10 ans maintenant. Il est aussi un petit peu touche à tout, Masato, même si généralement ces jeux sont toujours complexes, on va pas se mentir. Il est surtout connu, je pense, en Europe pour Welcome to the Dungeon, qui a été son premier gros succès, et notamment aux États-Unis où le jeu il a eu un impact très très fort, mais aussi par Paper Tales en Europe, enfin en France principalement.
où le jeu il a été porté par Catch Up Games de façon assez incroyable. Et c'est un auteur qui est très... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup le game design, qui a que je trouve extrêmement brillant intellectuellement, et qui est aussi capable de faire des jeux sur mesure. C'est-à-dire que par exemple, si tu regardes, il a fait plusieurs jeux avec Own Games, enfin 3 si on compte Dungeon 8. Il a fait un petit jeu qui s'appelle Durian, je sais pas si tu y as joué. Qui a eu son petit succès. Alors moi j'y ai pas joué, mais qui a eu un petit coup de hype quand il est en France. Ouais, un petit succès d'import parce que je pense qu'il n'était pas localisé à ce moment-là. Bah, je pense qu'il était, je pense que non, il était distribué comme tous les autres One Games. T'es sûr ? Parce qu'il me semblait qu'il y avait une sélection qui était faite par le distributeur à cette époque-là. Moi, je crois qu'il est en tout cas, il est dans toutes les boutiques. D'accord. Il est trouvable très facilement dans les boutiques parce que je te dis, il y a eu un petit coup de hype. Alors, je sais plus pourquoi, mais peut-être un peu plus tard, mais je pense qu'il a plutôt bien marché en France, celui-là. Ouais. Mais c'est marrant parce que Durian, tu vois, l'origine du jeu, c'est un jeu que Masato a fait en ayant en tête Jun Sasaki. Parce que pour lui, c'était un jeu qui était clairement estampillé On Games. Il l'a fait pour ça. Et il savait très bien qu'il allait pouvoir le signer avec Jun. Et je pense que c'était... Donc il est capable de faire pas mal de jeux. Il fait pas mal de jeux sur commande, Masato. Il a fait notamment Ce que tu veux dire, c'est qu'il est capable, en fait, de se mettre dans... de modeler son travail de création pour s'adapter d'ores et déjà aux attentes en fait de la personne qui va avoir en face, par exemple l'éditeur ou... Exactement, ouais. Et souvent c'est un éditeur précis. Donc là par exemple Durian, c'était clairement uniquement pour On Games, il visait personne d'autre. Okay. Et il a fait ce jeu avec ça en tête, et il a fait la même chose avec Kaiju on the Earth, qui est sorti une série de jeux autour de Godzilla qui est sorti chez Drosselmeyer Games de mémoire, en collaboration avec Arclight, où il a aussi été l'initiateur en fait du projet. C'est lui qui a créé le premier jeu, qui était un jeu de commande semi-coopératif. Et c'est lui qui a supervisé en fait la sortie des autres jeux de cette série. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis, notamment un jeu énorme de Hisashi qui doit durer 4 heures avec une présence de table absolument incroyable, auquel j'ai jamais joué parce que ça m'impressionne trop. mais voilà, c'est un auteur qui est capable de travailler sur mesure, de faire des jeux de commande, et parallèlement à ça, il fait ses petites créations perso. Il en fait 10 exemplaires qui vont au Game Market, et puis si ça plaît, c'est bien, si ça plaît pas, tant pis, il passe au projet suivant, quoi. On parlera un petit peu plus tard de lui sur un jeu qui a été signé par un éditeur italien il y a quelque temps, mais je trouve que c'est un auteur qui est vraiment brillant, même si des fois je lui reproche d'être un peu fainéant. Faut pas le dire. Ouais, il a tendance justement avec cette façon qu'il a de cibler des éditeurs à se reposer, de pas toujours en faire assez, quoi. Ouais, tu penses qu'il pourrait, c'est ce que tu disais aussi par exemple sur le jeu que tu as édité d'abord et puis qui va être repris par Spiral, c'est que toi t'avais cette envie que le jeu ait la meilleure vie possible, donc de le pousser au maximum de ce que ça pouvait être, y compris en termes d'édition, etc. Alors que tu avais l'air de dire que lui se serait contenté en fait de le vendre au Game Market comme ça, et que ça lui convenait très bien aussi d'une certaine manière. Oui, à l'origine, il voulait vendre 2 planches de 9 cartes pour faire un deck de 18 cartes, quoi. C'était, il vendait ça 500 yens, et au bout de 10 minutes, il avait tout vendu, et puis il mettait sold out sur son bureau, il était content, quoi. Et ça payait même pas le Shinkansen, tu vois, c'est absurde. Mais c'est vraiment pour dire d'être là, quoi. C'est drôle. Alors l'auteur suivant, parce que faut qu'on embraye un petit peu. Oui. Je pensais pas être aussi bavard. J'espère que les auditeurs et auditrices m'en voudront pas. Mais c'est Yokouchi Muneyuki, qui existe sur le marché japonais depuis très longtemps, qui est un auteur que je suis depuis très très longtemps, et qui a enfin eu un vrai gros succès à l'étranger avec un jeu qui s'appelle Cat in the Box. Jeu de pli très particulier. D'aucuns diront très péteux, d'aucuns diront brillant. Alors il y en a qui te disent que le jeu est pété. Ouais. Ça m'énerve un peu quand on dit ça. Mais bon, il y en a qui te disent. Moi, je sais que c'est un jeu très spécial. La première partie, j'avais détesté, puis après, j'ai appris à apprécier le jeu.
En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu où tu sais pas trop sur quel pied danser, tu vois, quand il joue. C'est partagé entre est-ce que le jeu se fout un peu de ma gueule ou bien est-ce que le jeu est juste génialissime, quoi. Tu vois, c'est un peu entre les deux. Il te faut un peu de temps de réponse, ouais. C'est pour ça que tu as les deux types de réactions de gens qui trouvent que c'est un jeu qui est très prétentieux et d'autres qui trouvent que c'est un jeu incroyable. Mais c'est ce qui est marrant, tu vois, c'est que Yoko Uchi, il sortait beaucoup de jeux de cartes, des jeux de cartes un peu costauds d'habitude. Cat in the Box, c'est assez costaud, on va pas se mentir. Hein. C'est pas mon premier jeu de pli, quoi. Non. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait déjà expérimenté des choses avec cette notion de carte incolore qui prenait une couleur ou qui changeait de couleur. Ok. Et tu sais, je suis repassé un petit peu dans les vieux jeux que j'avais chez moi, que j'ai gardés. Il y en a certains de lui que j'ai gardés, et il y a déjà cette notion et cette idée de comment travailler, comment essayer d'amener cette notion de couleur incolore dans un jeu. Et dans le jeu auquel j'ai rejoué, ça fonctionne pas du tout. Mais dans Cat in the Box, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que il crée tout juste le bon niveau de frustration, le bon niveau d'opportunisme. Moi, je suis pas très très fan de la spatialité du jeu sur le scoring. Mais les petits cubes que tu places pour faire des adjacences, c'est ça ce que tu veux dire? Exactement. Je trouve que moi, c'est la couche de trop dans le jeu. Mais cette idée de attribuer des couleurs, je trouve ça incroyable, quoi. Pour moi, c'est vraiment un jeu incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que Yoko Uchi, c'est pas un auteur qui fait beaucoup de jeux de pli, étonnamment. Et ses deux plus gros succès à date, c'est Cat in the Box et Yokai Septet, qui sont tous les deux des jeux de pli. Ouais. Donc, Yokai Septet qui est sorti l'année dernière, effectivement, en France. Oui, qui est ressorti en France, qui était sorti il y a plusieurs années via Kickstarter, via Ninja Games, qui est un petit éditeur américano-japonais de Dan Kobayashi, de mémoire. C'est un jeu brillant aussi. C'est vraiment un très très bon jeu, quoi. Mais c'est marrant de retrouver des auteurs qui sont là aussi, qui ont d'habitude font des jeux qui sont plutôt des jeux à 45 minutes, 1 heure, assez denses, avec plein d'actions, du placement de cartes, du placement, peut-être pas d'ouvriers, mais du placement de jetons, etc., très stratégique. Et qu'au final, tous ces jeux passent complètement inaperçus, parce que probablement il y a beaucoup de texte sur les cartes, et du coup ça refroidit beaucoup d'éditeurs. Et puis c'est un travail de traduction qui est lourd, quoi. Mais le retrouver comme ça avec ces deux jeux de pli, et que ces deux jeux de pli soient ses plus gros succès, c'est assez marrant, quoi. On verra. Il y a un autre jeu de lui qui va sortir bientôt, qui n'est pas un jeu de pli. On verra le succès public. C'était lui qui avait fait aussi un jeu dont tu nous avais... Mushroom Sort, là, dont on avait parlé dans... Exactement. Ouais. On avait parlé dans Exactement, qui devrait sortir cette année ou en début d'année prochaine, qui était le premier jeu de cet auteur représenté par Yapon Brand à ce moment-là. Parce que c'est un auteur qui a une vie très très chargée, et il a du mal à gérer en fait tout ce qui est contact avec les éditeurs étrangers. Donc en général, il confie ça et puis il fait autre chose. Mais on verra. Je suis curieux de voir comment le jeu a changé. Je suis curieux de voir quelle résonance il va avoir sur les différents marchés. On verra. Mais voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et puis d'une extrême gentillesse. Il nous en reste que 2. Et pas des moindres. Oui. On va aller un peu plus vite sur le suivant et puis le dernier, ce sera le plus rapide parce qu'on en parle tellement souvent que de toute façon, il y aura plus grand chose à dire sur lui. Mais l'auteur dont je voulais parler, qui me semble important, même s'il est aussi assez méconnu, c'est Yamada Kouta. Alors ça peut être Kouta ou Kouta, il y a deux façons de lire son prénom, mais qui est connu en Europe et aux États-Unis pour Iki, qui a eu plusieurs vies, là aussi. Une première vie par son intermédiaire via Kickstarter, qui a ensuite été un petit peu redécouvert en France via Philibert, etc. Je me souviens à l'époque, j'avais aidé Philibert à récupérer des boîtes. Il m'avait demandé expressément de faire envoyer des boîtes à l'auteur. Et puis, qui a eu une deuxième vie ensuite avec Soif. J'aime beaucoup Iki parce que je trouve que, un peu comme tout à l'heure on parlait de Yokohama et de ce jeu qui était vraiment inscrit dans l'histoire japonaise, je trouve que Iki, pour en avoir beaucoup parlé avec Yamada, c'est quelque chose qui compte vraiment pour lui. C'est un jeu qui est très ancré dans la culture japonaise.
et qui est très respectueux en fait de l'histoire et de la véracité en fait de ce qu'il cite, un peu moins dans la version Soif, notamment dans les illustrations qui sont exagérées, même si il y a quand même eu un travail de recherche fait autour des professions qui étaient vraiment existantes à l'époque. C'est juste qu'il y a une vision graphique et illustrative qui est un peu exagérée. Qui est passé avec le filtre européen, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est aussi un genre, ça fait partie du genre de David Sidbond en matière d'illustration, je pense. Mais c'est vrai que le travail de recherche historique, il est resté le même parce que Yamada tenait beaucoup à ça. Et c'est important que ça ait été intégré de façon aussi respectueuse que dans la version originale. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Et en plus, le jeu, mécaniquement, est vraiment intéressant. Et l'autre jeu qui m'a beaucoup marqué de lui, même si c'est vraiment une usine à gaz et que je pense qu'il demanderait vraiment à être retravaillé pour éventuellement sortir un jour, c'est un jeu qui s'appelle Stone Garden en anglais, c'est Kare Sansui en japonais. C'est un jeu où tu crées ton jardin japonais. Mm-hmm. Et dans la boîte, ce qui faisait un petit peu ce qui a fait le succès du jeu, parce que c'est un jeu qui a eu un gros retentissement au Japon, uniquement au Japon, c'est qu'il y avait des pierres dans le jeu. Donc de taille, de taille assez importante, ça pesait bien son poids. Et en fait, tu venais poser tes pierres sur ton jardin au même titre que les tuiles qui composaient en fait ton jardin japonais. D'accord. C'est un jeu qui est magnifique. Une fois que t'as fini la partie, c'est vraiment beau, t'as envie de prendre des photos, c'est instagrammable, comme on dirait. C'est ce que j'allais te dire. Je suis en train de regarder les photos, effectivement, sur BGG en même temps, et effectivement, c'est impressionnant, les pierres. Ah ouais, c'est plus instagrammable que le plus joli des chiens. C'est malheureusement son comment dirais-je, là où le bas blesse, c'est que il essaye tellement d'être dans l'histoire et d'intégrer tout ce qui fait partie, en fait, de la création d'un jardin japonais, qu'on se retrouve avec un scoring qui est incompréhensible. Il y a beaucoup trop de scoring. Tu dois avoir 10 façons de scorer différentes, et à la fin tu sais plus où t'en es, quoi. Mais visuellement c'est vraiment un très beau jeu. Je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être travaillé. Et ce qui est intéressant avec Yamada, c'est que c'est un auteur qui fait peu de jeux, parce qu'il a une vie professionnelle qui est très active à côté. Okay. Que le jeu de société n'est pas au cœur de sa vie. Mm-hmm. Mais quand il a envie de faire un jeu, il fait toujours des choses assez intéressantes, quoi. Vraiment aussi un esprit assez brillant, je pense, dans le monde du jeu de société japonais. Ouais, je me souviens que, avec Hammer, on avait fait une chronique. Tu sais, c'est l'histoire d'un jeu sur ce jeu, sur le Iki, en fait. Ouais, je me souviens. Notamment, voilà, on avait essayé de donner des éléments effectivement un peu historiques. Puisque il y a ça, c'est pour la petite histoire, le plateau de jeu en fait du jeu d'origine, forcément pas celui de chez Soif, donc celui de la première édition, il s'inspire alors je sais pas si j'ai bien le prononcé, du Kidai Shoran. Ouais. Et en fait c'est un rouleau qui a été peint en 1805. Oui, exactement. Et voilà, et il est au musée d'art asiatique de Berlin. Mm-hmm. Figure-toi, parce qu'il a été retrouvé dans un grenier par hasard à Berlin, le rouleau en question, donc il y a 30 ans. Et donc, il est exposé à Berlin. Et donc, avec Hammer, on se dit qu'il faut absolument qu'on aille un jour le voir en vrai. Tu vois, parce que c'est pas loin de l'endroit où il y a le Spiel des Jahres qui est remis. Bah oui, en plus, avec le nombre de rendez-vous berlinois que vous avez tous les ans, c'est incroyable que vous y soyez pas allé encore. Ouais. Non, c'est vrai qu'on devrait pouvoir trouver, plutôt que d'aller, tu vois, faire le BerlinCon, on s'était dit qu'on ferait une escapade culturelle au musée d'art asiatique de Berlin. Ouais, mais tu vois, c'est toujours assez amusant de voir le parcours de certains objets extrêmement importants pour l'histoire japonaise qui se retrouvent un peu partout dans le monde parce qu'ils ont un rapport à l'histoire et au patrimoine qui est différent. Et c'est étonnant que ça se retrouve à Berlin, quoi. C'est fou. Complètement. C'est fou. Ouais. Donc, et le dernier auteur, tu le disais, dont on a parlé, on en parle très très souvent. Oui, je pense qu'on peut faire une parenthèse de 3 secondes et demie sur lui, mais c'est évidemment le maître jeu de pli Taiki Shinzawa, enfin Shinzawa Taiki, qui est quand même, je pense aujourd'hui, en tout cas, que la bulle du jeu de pli est à son pic et qu'il y a une vraie appétence en fait pour ce type de jeu d'une niche qui est très dynamique. Je pense qu'il est vraiment aujourd'hui
l'un des auteurs les plus importants du marché japonais. Sans doute aussi l'un des plus discrets. Je pense que c'est probablement un des noms d'auteurs que les gens connaissent pour ceux qui s'intéressent vraiment aux jeux de société japonais aujourd'hui, quoi. Oui, c'est rentré là avec effectivement, il y a toujours de nouveaux jeux de pli. Effectivement, comme tu disais, la hype. Je pense qu'on parle de lui à chaque fois qu'on parle des Tokyo Game Market. Oui. Dans l'émission qu'on avait faite avec Flavien, on en avait parlé quand même, je pense, de ses créations en long, en large. Et en travers, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai parce que comme tu le dis, il arrive toujours à sortir une nouveauté en fait. Il y a toujours des nouveautés au Tokyo Game Market en matière de jeux de pli, quoi. Ouais, on verra cette fois-ci. Le dernier était pas fou, mais. Ouais, c'est ce que tu nous as. Ouais, c'était d'Odyssey Tree, c'est ça, ouais, que t'avais pas. Ouais, petit moment de faiblesse, mais on verra. On verra si en mai il va en sortir un. Et je sais qu'il y a plusieurs éditions qui vont sortir à l'étranger là, de plusieurs de ces jeux. On en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que oui, il a toujours des idées incroyables. Hein. C'est quelqu'un d'assez assez fou aussi. Ouais. Et je me demandais sur cette liste d'auteurs dont on vient de discuter, combien selon toi, sur ce que tu sais, sont auteurs à plein temps? Est-ce qu'il y en a Alors, qui sont auteurs de jeux de société à plein temps? Oui. Il y a Masato Uesugi, Hayashi Hisashi, il y a Kanai Seiji. Kisaragi, c'est pas un auteur à plein temps parce que lui, sa spécialité, c'est quand même la création de TCG en freelance. D'accord. Je pense que Kawasaki Susumu, c'est aussi un auteur qui vit de ça à plein temps. Et Shinzawa Taiki, je ne sais pas. Les autres, non. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi de situer par rapport... Parce que tu nous avais toujours dit aussi qu'il y avait, c'est une relation à l'autorat qui est pas exactement la même que nous on va avoir en Europe ou même aux États-Unis en fait. Mais je pense que tu vois, en parlant de façon très réaliste et pragmatique, je pense que c'est plus facile de vivre de l'autorat au Japon, dans la mesure où les auteurs en fait s'autopublient. C'est-à-dire que dès que tu as des jeux, si tu tu fais un jeu à 1500 exemplaires, que tu le fais fabriquer en Chine ou à Taïwan, comme le font de plus en plus d'auteurs et d'autrices aujourd'hui, et que tu vends tes 1500, tu vends la moitié au game market et l'autre moitié via le réseau des boutiques, ça te permet de vivre plusieurs mois sans travailler. Hein. Donc, je pense que, tu vois, quand tu parles de droit d'auteur, forcément, pour qu'un auteur puisse en vivre, ça demande quand même un volume de vente vraiment important, surtout si tu veux le faire de façon stable et régulière, alors que pour le game market, tu vois, je connais de très très jeunes auteurs qui ont aucun jeu signé à l'étranger, qui en vivent en fait. C'est-à-dire que le fait de participer aux événements, il y en a de plus en plus au Japon, de traverser un petit peu le Japon pour aller vendre tes jeux toute l'année, tu peux en vivre. Tu en vives chichement, mais tu peux en vivre, quoi. Ok. C'est beaucoup plus simple en tout cas que pour un auteur qui passerait par des éditeurs en Europe, je pense. Ok, alors on va passer au top 10. Alors je sais pas si on a vraiment fait 10 ou pas. On va plutôt on va discuter un peu en se répondant de jeux qui nous semblent importants. En tout cas pour nous, ce qui est déjà pas mal. Après, libre à chacune de les trouver importants pour elles et eux, quoi. Ah bah j'ai entrevu ta liste, je suis absolument pas d'accord, hein, mais c'est pas... Après c'est aussi, je pense que on a aussi les prismes de ce qu'on voit nous. Non mais j'avoue c'est une belle sélection, Je te laisse commencer du coup. Oui, alors pour moi je vais commencer par un jeu qui est aussi un vieux jeu. J'ai hésité à mettre l'auteur comme un auteur important. Finalement je l'ai pas fait parce qu'il a une création qui était très limitée. Ouais. Mais c'est un jeu qui s'appelle Fairy Tail. Qui était aussi de mémoire sorti chez Z-Man, hein, probablement, qui était un petit jeu de cartes de draft qui aujourd'hui a très 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 mal vieilli. J'y ai rejoué récemment et ça a vraiment très mal vieilli. Ah ouais. Et c'est un jeu qui est sorti en 2004. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de youtubeurs et de reviewers américains qui avaient découvert ce jeu avant Seven Wonders et qui avaient tendance à les comparer souvent. À tort, je pense, parce que les deux jeux sont quand même extrêmement différents. Juste parce qu'il y avait du draft, Exactement, parce qu'en fait, c'est les jeux qui ont relancé cette mécanique de draft. Je sais pas s'ils l'ont relancé ou si ils l'ont initié, mais dans le jeu de société en tout cas. Mais c'est un jeu qui a eu une importance assez forte sur le marché américain principalement. Je sais même pas si une version est sortie en français de ce jeu-là. Je suis en train de regarder. C'est un jeu de Nakamura Satoshi qui est sorti en 2004. Tu verras la couverture et... Il y a eu une version Ubik. D'accord, qui a un éditeur qui a disparu depuis. C'était l'ancien... comment ?
Edge. Ah oui, d'accord, oui, évidemment, oui. Il me semble, c'est ça. Ça me dit quelque chose, oui. Je crois pas dire de bêtises. Il me semble que c'est l'ancien nom de Edge. Et c'était sorti en français en 2006. D'accord, moi ça s'explique parce que je pense que Edge faisait beaucoup de localisation d'éditeurs américains à l'époque et il faisait un petit peu du pick and choose, mais ce qui est marrant avec Fairy Tail, tu vois, c'est que pour moi c'est le jeu des enfers, tu vois. On discute de cet épisode un peu particulier du podcast depuis plusieurs semaines, et il m'a fallu plus de 3 semaines pour me souvenir du titre du jeu, quoi. Parce que c'est un jeu qui a un titre qui est tellement transparent, tellement anodin, Fairy Tail. Et en plus, surtout, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des jeux qui ont ce nom-là. Tu dois avoir un de Matthew Dunstan, d'ailleurs, qui a un nom approximatif. Alors, je sais plus si il y a pas un jeu de mots avec tuile, tu sais, Fairy Tail ou un truc comme ça. Oh. Ouais, si. Mais tu vois, c'est un nom un peu générique. En fait, oui, c'est exactement ça. Et du coup, j'ai impossible de revenir dessus. Alors, mais je pense que si quelqu'un avait filmé mes recherches Google pour essayer de retrouver le titre du jeu, c'était un sketch, quoi. Je mettais draft, jeu japonais, enfin c'est ça. Je trouvais rien, quoi. C'était catastrophique. Donc, je pense que c'est un jeu qui est tombé dans l'oubli aujourd'hui. Ah moi, franchement, je t'avoue que j'en avais absolument pas entendu parler. Aucune connaissance, ouais, vraiment inconnu au bataillon. Et c'est vrai que visuellement, c'est assez daté en plus. Enfin, ce que j'ai vu, je trouve que c'est pas beau du tout, hein. Ouais, c'est pas beau du tout. Hein. J'osais pas le dire comme ça, mais je trouve qu'effectivement, c'était pas très beau. Oui, il faut le dire. Je pense que les mots doivent être lâchés à un moment. Ouais. Mais non, mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'il faisait partie de cette première vague de jeux japonais exportés. C'est un jeu qui a dû avoir une vie assez importante, hein, je pense, sur le marché américain notamment, mais qui est complètement tombé dans l'oubli, qui a disparu aujourd'hui. Et je pense que peu de gens le connaissent. Après, c'est un jeu qui a plus de 20 ans, donc à part les nostalgiques des premiers jeux, des jeux de début des années 2000, je pense que ça fait pas partie du top 10 qu'on garde en mémoire, quoi, tu vois. Mais tu vois, je vois qu'il y a eu quand même pas mal de localisations, en tout cas. Hein. Je pense qu'à son époque, c'était un jeu qui mécaniquement était nouveau. Mais je te dis, ça a vraiment très très mal vieilli. Hein. C'est faire une comparaison un peu absurde. C'est la 7e compagnie du jeu de cartes. Ok. Pardon, je suis désolé pour cette comparaison. Mais bon, ok, d'accord. Oui, si je te laisse embrayer pour qu'on oublie vite cette blague un peu. Alors forcément, bon, moi Love Letter, on a déjà beaucoup parlé. Et forcément, c'est un jeu qui est, je pense, très marquant pour tout le monde. On l'a dit. Voilà, moi c'est un jeu. C'est une petite histoire personnelle sur Love Letter, mais c'est un jeu que ma fille savait jouer sans savoir lire. Oui. Parce qu'en fait, en nous regardant jouer, elle avait appris par cœur les pouvoirs, et donc elle pouvait y jouer sans même avoir besoin de lire ce qui avait marqué sur les cartes. Et comme il n'y a pas une masse de cartes, c'est pas trop compliqué. Et ce qui était très drôle quand même, c'est que elle avait un peu transformé tous les noms. Donc la servante était devenue la serveuse. Oui. Tu vois, le prêtre était le traître. Et dans la version il y a le chancelier, c'était devenu le chandelier. Donc voilà, c'était très donc nous on joue toujours avec ces faux noms à la maison, ça nous fait marrer. Bon. Il y a un lien avec mes enfants parce que un de mes jeux que moi j'ai dans ma liste, c'est un jeu, je pense que c'est leur jeu préféré. Voilà, auquel quand on s'est vu il y a pas si longtemps, on a joué ensemble. Oui. Et d'ailleurs, ça a beaucoup marqué Lana aussi. Ouais. Et comme quoi, il y a des jeux comme ça qui ont une résonance très forte avec les enfants. Parce que tu vois, tu parlais de Love Letter et de l'expérience avec ta fille. Et c'est vrai que moi, je me souviens que Lana, quand elle a commencé à jouer à Love Letter, c'est pareil, elle devait pas lire les cartes, elle devait mémoriser les pouvoirs, les effets. Bon, elle avait pas à renommer les personnages, mais on ne pouvait pas s'arrêter de jouer. C'est-à-dire que on aurait pu jouer des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. On n'en pouvait plus à la fin, mais je pense que c'est un des jeux vraiment piliers de sa découverte du jeu de société, quoi. Et je pense que le jeu dont tu vas parler, c'est aussi un jeu qui a cet effet sur le public jeune, parce que c'est des expériences tellement courtes et intenses que... Oui. Mais je te laisse en parler. Donc c'est Loup-garou pour une nuit. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, je pense qu'on ne sait pas que c'est un auteur
un des auteurs, enfin, qui est crédité sur BGG, est un auteur japonais. C'est étonnant. Ah, c'est marrant. Ouais. Puisque souvent, on sait que c'est plutôt un jeu de j'allais dire notre ami. Pas du tout. De notre ami, notez l'ironie, Ted Alspach, parce que c'est un jeu Bézier Games, hein, souvent il est, voilà. Mais en réalité, le co-auteur, en tout cas l'autre auteur, c'est Okui Akihisa. Alors, je sais pas comment je vais trop mal prononcer, je pense. Oui, Akihisa. Ouais, ok, voilà. Et moi, c'est un jeu que mes enfants. C'est son prénom, hein. Ouais. Son prénom, c'est. Okui. Son prénom, c'est Akihisa. Ok. Et son nom de famille, c'est Okui. Okui. Et en principe, on doit dire dans l'autre sens, hein, c'est ça en japonais. Oui, c'est Okui Akihisa. Ouais. Okui Akihisa. Et moi, c'est vrai que c'est un jeu dont mes enfants sont absolument fans. Donc, c'est une sorte de loup-garou, mais dans une version ultra condensée, puisqu'il n'y a qu'une nuit, comme le titre l'indique. Et donc, là où dans le loup-garou normal, on ne dit rien et tout va reposer sur mon voisin a bougé ou plutôt des trucs très méta souvent, là, en fait, on va, comme ça ne dure qu'une nuit, le but, c'est plutôt de résoudre collectivement ce qui s'est passé pendant la nuit. Et avec tous les échanges, parfois, on se rend compte que... en mentant, on finit par, enfin, on va se faire éliminer alors qu'on n'est plus simple villageois, mais qu'on est devenu loup-garou parce qu'il y a eu plein d'échanges qui se sont passés dans les cartes. Et donc c'est plutôt un jeu de résolution collective plus qu'un jeu dont la finalité est de manipuler et de survivre. C'est plutôt ça l'objectif. Avec forcément un peu de dose de manipulation, de métagame et tout, mais comme l'expérience est très condensée. On s'en fout de dire, moi j'étais la voyante, moi j'étais la noiseuse, celle qui échange les rôles, moi j'étais le voleur. On s'en fout d'y aller et de tout dire. Et ce qui est drôle, c'est d'essayer de reconstituer tout ce qui s'est passé. Moi, je sais pas, alors ça joue avec une appli, donc on n'est pas obligé d'avoir l'appli, mais l'appli est assez bien faite. Moi, je sais que ça fonctionne ultra bien, quoi. Enfin, en général, t'enchaînes les parties, t'as plein de rôles différents. Et c'est pareil, c'est un jeu quand tu le montres, alors ça marche très bien avec les ados, les enfants, enfin les ados, ça c'est clair. Et moi, j'avais rigolé parce que donc je l'ai fait découvrir au club de jeux du collège. Où était mon fils, donc j'allais de temps en temps au club de jeux. Je leur avais fait découvrir, et une fois j'y retourne, on y joue, et ils avaient mis aucun rôle de villageois, tu sais, parce que sauf qu'en fait, si tu fais ça, ça ne marche pas du tout. En fait, c'est là que tu aperçois que le plus important dans le jeu, c'est les villageois. S'il n'y a pas de villageois, le jeu n'a pas d'intérêt. Tu déroules les pouvoirs, et en fait, tout est... Alors qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise moi j'ai rien fait, pour qu'on puisse avoir un doute sur le fait qu'il ait rien fait. En fait, c'est voilà, il faut que tu aies vraiment quelqu'un. Il y a ça à tous les hommes et femmes politiques du monde entier. Le plus important, c'est les villageois. Sans les villageois, ça marche pas. Ouais. Voilà, le jeu ne fonctionne pas si tu n'as que des persos avec des pouvoirs, quoi. Et donc, après, effectivement, donc après cette partie qui était assez bizarre, on en avait refait une avec des villageois. Il m'avait dit, ah oui, c'est quand même vachement mieux. J'en dis oui. J'en dis, s'il y a des villageois dans le jeu, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'était assez rigolo. Et voilà, moi, nous, ça marche toujours très, très bien. Tu vois, on y rejoue très, très régulièrement. Alors, il y a toujours des boîtes additionnelles, mais franchement, moi, j'ai qu'une boîte et ça me suffit complètement. Ouais, c'est la petite boîte, la boîte d'origine. C'est quoi, c'est Ravensburger en France qui le sort ? Oui, ouais, pour moi, c'est Ravensburger, ouais. D'accord. Je pense qu'il est dans mon top 10 de tous mes jeux parce que c'est un des jeux auxquels on a le plus joué. Tu vois, Ok, ensuite, ton deuxième choix ? Alors moi, je vais faire un combo parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Pour moi, dans le top 10, il y a 2 jeux de Hisashi qui sont donc Trains, parce que à l'époque où je jouais beaucoup aux jeux de deck building, c'était vraiment un de mes genres préférés. Ça l'est toujours, même si j'ai moins de personnes avec qui jouer. C'est un jeu qui est, je pense, vraiment important dans cette catégorie de jeux qui a perdu un petit peu de sa superbe depuis quelques années. Et le deuxième jeu, c'est évidemment Bombbusters, parce que c'est le premier Spiel et que c'est un jeu qui était très bien quand Hisashi l'a créé et qui est devenu exceptionnel avec le travail de Cocktail Games dessus. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les 2 versions et de voir le travail qui a été amené sur le jeu, et c'est vrai que on est quand même sur 2 expériences très très différentes, même si le jeu de Hisashi avait tous les éléments en fait qui en font le succès d'aujourd'hui. Et pour moi, il y avait 2 choix en fait dans mon top 10, 2 jeux qui méritaient de gagner le Spiel, 2 jeux japonais, j'entends. C'était Love Letter qui pour moi aurait dû l'avoir, et puis Bombbusters, ou en tout cas Hisashi pour un de ses jeux.
parce que ça me semblait important que un de ces deux auteurs, et je pense encore plus Hisashi, parce que comme on disait tout à l'heure, il est quand même capable de faire plein de jeux de genres différents, et c'est quelqu'un qui a une créativité sans fin, qui est toujours innovant, je trouve, et qui méritait vraiment de représenter en tout cas le premier Spiel japonais, et ça c'est fait, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Bomb Busters, pour moi, c'est un jeu qui aura un impact historique sur le marché japonais, quoi. C'est évident. C'est évident. Ouais. On en avait parlé dans la dernière émission sur le retour un peu de l'après-Spiel, ce que ça avait signifié, c'est aussi pour le. Ah oui, ça continue encore. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que ça continue, ça ne s'arrête jamais, quoi. Mais ouais. Très bien. Écoute, moi je vais parler. Je pense tu vas aussi parler d'un jeu qui est édité chez One Games. Moi, je vais en parler de deux que j'aime beaucoup. Alors, il y en a plein qui font One Games qui sont très chouettes, mais il y en a deux particulièrement qui m'ont marqué. Je trouve que déjà c'est un éditeur, même eux en tant qu'éditeurs, on pourrait dire qu'ils sont quand même assez marquants pour le public, je pense, en tout cas le public français. On commence à quand même connaître bien leur gamme de jeux, notamment toutes ces petites boîtes. Il n'y a pas que ça, ils font aussi d'autres formats, il me semble. Oui, ils font des boîtes carrées, mais c'est surtout pour des... Alors, c'est Nine Tiles principalement. Et puis, comme c'est un jeu qui a beaucoup de succès, il y a beaucoup de collaborations avec des licences diverses et variées. Mais c'est assez rare. En général, ça reste ce format de boîte propriétaire qui a été copié depuis, mais... Oui, copié mais pas égalé. Oui, mais c'est vrai on connaît le format, on les reconnaît, et ils ont aussi et un truc dont on dit souvent parce que c'est une toute petite boîte mais qui a un prix qui est pas un tout petit prix, quoi, en fait. Tu vois, non, c'est cher, on peut le dire. Si on faisait un rapport taille de boîte prix, oui. Enfin je remets pas la question sur la qualité du jeu et ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est un peu le contre-pied de ce qu'on essaie de faire dans le marché, d'être toujours faire des petites boîtes pas chères parce que c'est ce que les gens achètent. Il y a plein de jeux un peu originaux dans leur production. Là, tu vois, j'ai joué il y a quelques jours à Petiket. Je sais pas si tu as joué. Oui, Petiket, oui, avec les chiens là. Oui. Ouais, c'est complètement. C'est assez c'est très drôle, mais c'est assez barré, on va pas se mentir. Alors moi j'ai retenu Insider, qui est bon jeu. Moi j'ai vraiment aussi un jeu que je fais jouer régulièrement dans les jeux comme ça où il faut faire deviner des mots. En tout cas, et avec une notion de traître ou là dans le jeu c'est un insider. Ça fonctionne très bien. Le jeu est super, et aussi un jeu qui a eu une histoire un peu compliquée puisqu'il a été plagié, par quelqu'un dont on ne dira pas le nom explicitement, mais dont le nom a été prononcé il n'y a pas si longtemps dans l'émission. Je me demande bien par qui. Voilà, avec tout un micmac parce que le plagiat en plus ça avait été sélectionné au Spiel, bref, c'était pas une histoire, encore une des belles histoires du monde merveilleux du jeu de société. Et oui. Ouais. Et vraiment Insider, c'est moi un jeu que je recommande clairement un peu à tout le monde quand on cherche un jeu comme ça où on doit faire deviner quelque chose. Moi j'ai eu des parties hilarantes, quoi. Enfin, je crois que il y a un mot genre tractopelle, celui-là va le faire deviner, tu vois. Sans l'Insider. C'est là que tu vois qu'à cette époque-là, je me souviens quand Insider est sorti, ça m'arrivait de gérer la traduction de certains jeux en français à l'époque, avant le Spiel principalement. Et je me souviens qu'une remarque que j'avais faite, c'est que malheureusement, il y a une traduction qui est systématisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une remise, il n'y a pas une adaptation en fait des mots et des listes de mots. Et c'est un peu dommage parce que tractopelle, c'est un truc qui est important au Japon parce que tous les enfants adorent les machines de travaux au Japon. Okay. Et il y a plein de livres pour enfants, ça existe en France aussi, mais beaucoup moins. Il y a plein de livres au Japon pour les enfants où tu vois en fait toutes les machines, les grues, les tractopelles, les machins. Tu vois, on a un petit peu la même chose avec les tracteurs en France, tu vois, parce qu'on est tellement dans ce monde agricole en France. Et au Japon, tous les parents espèrent que leurs enfants ne travailleront jamais sur des lieux de travaux publics parce que c'est un métier horriblement difficile, encore plus au Japon qu'ailleurs. Mais il y a plein de garçons qui adorent ce genre de bouquin, quoi. Et c'est très genré. Tu veux dire que en fait, c'est une référence culturelle qui est pas adaptée parce que c'est vrai que nous, tractopelle, c'est pas un truc qu'on va connaître ou dire.
fréquemment, quoi. C'est ça, c'est un mot que tu vas plus utiliser dans des blagues que dans le monde sérieux des travaux publics, tu vois. C'est étonnant, mais c'est dommage, il n'y a pas de réadaptation des listes. Je pense que c'est aussi parce que Jun Sasaki est pas très flexible sur ça, mais c'est aussi un travail d'éditeur, hein, mais voilà. Mais oui, c'est un Insider, c'est un excellent jeu, Ouais. Et le deuxième que je voulais citer, c'est pareil. Alors un jeu qui fonctionne ultra bien avec, enfin je sais pas, avec notamment les adolescents. Enfin moi, c'est Order Overload Café. Ce jeu, on doit passer des commandes et se souvenir, qui est totalement dingo parce que en fait après enfin voilà, le jeu a beaucoup été mis en avant aussi par le passe-temps en France, donc il a eu beaucoup de succès et c'est un jeu qui fait que tu ne peux plus aller dans un café commander sans penser à ce jeu une fois que tu y as joué. Non mais c'est vrai que t'as découvert toutes les variations possibles sur le thé, le café, le latte, non mais c'est assez incroyable et c'est très bête, mais il y a voilà, ça vraiment ça fait partie maintenant, enfin ça fait appel, c'est un jeu qui continue d'habiter ton esprit en dehors du jeu, quoi. Et on se fait souvent la réflexion avec Mad, hein, à chaque fois on commande un truc à boire ou à manger, on pense au jeu et ça fonctionne super bien avec les ados aussi. Alors ça c'est parce qu'il y a une simplicité, une immédiateté. Et quand on y arrive, il y a une telle satisfaction de réussite collective que c'est assez fort en termes de sensations, quoi. Quand on je suis d'accord, ouais. Et moi, je trouve que c'est une... Alors, je crois qu'ils en ont fait d'autres versions avec... mais c'est moins réussi. Enfin, moi, on m'a dit finalement, ça perdait un peu de son charme, que finalement, c'est la version d'origine qui est la plus cool, avec les trucs de café comme cappuccino, espresso, enfin, voilà. Oui, il y a burger, il y en a d'autres. Il y en a un pour le Spiel 2023. Oui, il y avait une édition spéciale qui était vraiment très difficile c'était difficile de se la procurer, je me souviens. Donc voilà, je sais pas si toi le jeu a aussi bien marché au Japon. Alors moi c'est un jeu, j'adore observer mes étudiants y jouer. Ouais. Par contre c'est un jeu auquel je ne peux pas jouer. C'est-à-dire que c'est un jeu qui m'angoisse à un point. Qui te génère du stress, ouais. Rien que de penser à faire une partie, c'est pas possible pour moi. C'est trop anxiogène comme expérience. C'est marrant parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup et que je fais régulièrement jouer mes étudiants à ce jeu, mes étudiants et mes étudiantes. Mais par contre, s'ils me disaient, allez-y, vous allez participer avec nous, je refuse immédiatement. J'ai beaucoup de mal avec ce type d'expérience. Mais ouais. Mais c'est vraiment une super expérience, je pense. Déjà, l'observer, c'est vraiment génial. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie des jeux où tu as eu plaisir à regarder un groupe jouer, même sans y jouer toi. Ouais. Alors, pour embrayer sur Oink, moi, j'ai choisi deux jeux, mais surtout un qu'on aime parce qu'on y a joué beaucoup en famille. Ça fait partie des top 5 de l'ANA, je pense. C'est A Fake Artist Goes to New York, qui est un petit jeu de dessin. En fait, c'est la communication limitée appliquée au dessin. Et c'est vraiment super. Ça marche vraiment très très bien. On se retrouve toujours avec des dessins qui ont une forme finale qui est assez inattendue. Le principe est très simple aussi. C'est un jeu qui a eu plusieurs rééditions et qui peut être joué à nombre. On peut jouer à 7 ou 8, je pense, de mémoire. Donc ça fait vraiment partie des jeux importants dans notre ludothèque. Le deuxième, c'est Deep Sea Adventures. C'est pas mon préféré de chez On Games. Par contre, je pense que... Alors, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué, hein, sinon je l'aurais pas cité. Mais je pense que c'est un jeu qui a aussi... servi de catalyseur pour le succès et le branding de On Games. Et c'est en ça qu'il est important aussi, je pense. Tu vois, tout à l'heure, tu disais le prix des jeux On Games. C'est vrai que Jun est toujours parti du principe qu'il avait fixé un prix de départ de vente de ses jeux qui était indexé sur le marché japonais, où un jeu était vendu 2200 yens. Et il a juste utilisé la stratégie Nintendo, Uniqlo, Mujiroshi, etc. de faire une correspondance entre les monnaies. Donc 2200 yens, ça fait 22 €, ça fait $22, ça fait etc. Et ce qui est marrant, c'est que On Games a un branding tellement fort aujourd'hui que même... Parce qu'on en entend souvent des plaintes de gens qui disent pour la taille de la boîte, c'est un peu cher. C'est quoi, 20 balles pour une boîte avec du vide
Enfin, ce genre de remarques qu'on entend régulièrement, on l'entend assez peu avec les jeux on games. Alors que les jeux sont très chers, mais je pense que c'est aussi parce que les boîtes, parce que ça c'est un reproche que je ferais aux jeux on games, c'est que les ouvrir c'est très simple, surtout la première fois. Les ranger à la fin de la première partie, il y a quand même pas mal de jeux pour lesquels c'est un vrai challenge, quoi. Oui, je confirme. Moi, tu te demandes toujours comment tout était dedans. Hein. Ouais, c'est ça. T'as presque envie de prendre des photos. C'est un plan Ikea pour remettre les composants au bon endroit au bon moment, quoi. Mais voilà, ils ont un passe-droit par rapport à ça qui est assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a un branding qui est très très fort. Mais voilà, 2 jeux qui pour moi sont vraiment importants. Ouais, mais je trouve qu'en termes de, c'est horrible de le dire comme ça. Je trouve qu'en termes de produits, je trouve que leurs jeux sont hyper bien pensés en fait. Enfin, t'as un côté, c'est fou, mais t'as un côté collection qui peut très vite, très bien marcher avec ces jeux-là en fait, qui est très satisfaisant dans une ludothèque, tu sais, de les avoir, et t'as envie de tous les, tu vois ce que je veux dire, t'as envie de les avoir. C'est un peu comme les petits boîtes carrées de Allplay, t'as envie de les avoir, et même si le jeu est obscur, même si c'est pas terrible, ça crée cette envie de complétude, quoi, enfin qui est assez bizarre, quoi. Et je trouve que c'est assez fort parce que il y a un petit côté curiosité pour tout ce qu'ils font, quoi, qui marche très bien, quoi. Oui, bah je suis assez d'accord avec cette notion de collectionniste qu'on peut développer avec les jeux on games. C'est un phénomène qui est pas très fréquent ici parce que contrairement à vous, on n'a pas beaucoup de place pour ranger les jeux. Donc on fait des choix. Et c'est vrai que je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui s'intéressent aux jeux de société, ils ont 2-3 jeux on games à la maison, c'est évident. Par contre, cette dimension attrapez-les tous en mode Pokémon du jeu de société qu'on retrouve chez beaucoup d'occidentaux, elle est évidente. Et Allplay a bien compris ça, et je pense qu'une des inspirations, c'était On Games. Je pense qu'il y a... Tu vois, il y a un mot qui est souvent utilisé au Japon, c'est le branding, et Jun Sasaki, c'est un génie du branding. C'est-à-dire qu'il a été capable de créer ce format de boîte, cette typologie graphique qui est très marquée et qui vient de lui, globalement, même si aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour lui, mais toujours avec cette inspiration qui est très proche de ce que lui a créé au départ. Et non, c'est brillant. Ouais, complètement, ouais. Ensuite, si on continue, dans les jeux que je m'étais noté, moi, moi, j'avoue que Yokohama, c'est un de mes vraiment, un jeu que j'aime énormément. Et je préfère j'avoue que je préfère la version très austère que j'ai plutôt que la nouvelle version que j'ai vue. Je vais voir un petit, tu vois, c'est assez bizarre. Je l'aime bien en fait. Je saurais pas trop dire pourquoi. J'aime bien l'agencement des. Alors j'ai pas joué avec la nouvelle version. J'ai juste vu les photos, mais j'aime beaucoup telle qu'elle est en réalité. Elle me convient très bien. C'est un peu ton amour pour l'Allemagne aussi qui se reflète dans ce choix. Oui, ça c'est ça. Voilà, pour l'illustration allemande et pour l'artistique allemand. Et j'aurais aussi mis Cat in the Box dont on a parlé tout à l'heure, parce que moi c'est un jeu vraiment où je suis passée de je trouvais ça nul, enfin pas nul, mais je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ah ouais, en fait c'est ultra fort, et ça me fait toujours, et je te jure que c'est bête, mais ça me fait de la peine quand on me dit non mais le jeu est pété. Oui. Et ça, voilà. Donc je me dis, qui sont ces gens qui veulent nous enlever nos rêves, voyons. Oui, mais tu sais, les grands techniciens, les grandes techniciennes de l'équilibrage du jeu de société, on en trouve à tous les coins de rue. Hein. Ils sont jamais développeurs ou développeuses chez les éditeurs, c'est ça qui est dommage. Mais on les retrouve beaucoup en club de jeu. Hein. Ou sur les salons. Ouais. Et sinon, pour citer un jeu de pli, moi, que j'aime beaucoup, c'est Nine Lives. Donc, c'est un jeu de Shinzawa Taiki. Parce que maintenant, je vais faire l'effort maintenant. Étonnant. De le dire dans le bon ordre, ouais, c'est étonnant. Et puis, alors évidemment, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des chats. On va pas se mentir, ça joue énormément. Cat in the Box, il y a un thème là quand même. Ah, il y a un thème, voilà. Et en fait, aussi parce que c'est vrai que j'ai une version de Allplay avec les petits, améliorés en fait, avec upgradé avec le matériel assez quali. Et c'est un jeu de pli à Paris, hein, donc tu dois t'engager sur sur le nombre de plis que tu vas faire, avec la possibilité de dire précisément, et tu gagneras plus de points si tu réussis, et lui donner une fourchette. Et tu marqueras moins de points, mais qu'il y a aussi cette particularité, c'est que quand tu te places pour donner, en fait, tu bloques la possibilité pour les autres de
de parier comme toi, en fait. Donc ça peut être un peu dur. Tu peux te retrouver à avoir un pari qui t'intéressait pas du tout. Enfin, t'aurais jamais fait si ça avait tenu qu'à toi. Et vraiment, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. En plus, il y a toute une mécanique où tu récupères des cartes, en fait, en cours. Donc, on fait jamais le même nombre de plis. Donc, il faut être très, très prudent. Parce que la partie peut s'arrêter brutalement et tu sens que tu l'as vraiment vu venir et ça fait pas tes affaires par rapport à ton pari. Voilà, c'est un de mes préférés de lui. J'ai bien aimé Maskman aussi. Oui. J'y ai moins joué, donc je le connais moins. Ghost of Christmas, j'avoue que ça a été too much pour moi. J'ai trouvé excessivement brainy. Puis bon, j'aime bien Lose aussi. Il y en a plein de lui que je pourrais citer, mais je pense que Nine Lives, il y a un ensemble qui fait que c'est vraiment un de mes préférés. Mais probablement aussi parce que tu as les petits jetons en forme de chat qui ont coûté plus cher que le jeu, on est d'accord. Ouais, ça joue. C'est bête. Joue. Hein. Non, mais ça, c'est aussi, ça fait partie du génie de le play, hein, c'est évident. Mais moi, si je devais en citer un ou deux de Taiki Shinzawa, ce serait probablement Maskman parce que c'est une telle bizarrerie mécanique que. Je veux dire, la rencontre entre Jun Sasaki, qui a un amour aussi pour des jeux un peu bizarres, qui est clair et qui est pas du tout caché, et Maskman qui est quand même un jeu, et la rencontre avec Taiki Shinzawa qui crée Maskman qui est un jeu avec un thème bizarre. Ah oui, c'est du catch. Hein, une mécanique incompréhensible quand tu l'expliques. Tu vois, c'est le jeu que les boutiquiers du monde entier détestent. C'est-à-dire, c'est impossible de résumer le système du jeu. C'est pas possible. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très compliqué. Je suis complètement d'accord. Imagine si t'avais. En fait, il faut presque jouer il faut commencer à jouer pour que tu comprennes en fait ce qui va se passer. Ouais. Mais il faut jouer plusieurs fois parce que la première partie tu vas te planter. Et imagine ce jeu présenté sur un salon, les animateurs et les animatrices devaient péter des plombs. C'est-à-dire, c'est horrible. Ça demande un stage de 3 semaines avant de pouvoir réussir à l'expliquer correctement. C'est hyper complexe, mais c'est un jeu que j'adore. Et l'autre que je citerais, ce serait American Bookshop, qui va sortir chez Devir, je pense, en 2026, qui avait une version un petit peu excessive en termes de graphisme, mais qui reprend pour le coup le thème avec des œuvres littéraires importantes et qui viennent prendre une place dans le jeu. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Devir, des fois, c'est un peu vulgaire en termes d'aspect visuel, je trouve. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'y ai joué qu'en ligne à celui-là, donc je pourrais pas. Enfin, ouais. Bah, c'est un jeu qui a toujours coûté cher, qui a toujours été difficile à trouver, qui était sorti via un petit éditeur qui sort régulièrement des jeux de Shinzawa. Et je me souviens à l'époque, le jeu il devait faire 4500 yens sur le marché, tu vois, c'était 35 € pour un jeu de cartes, quoi. Enfin, un jeu de cartes, quand je dis un jeu de cartes, c'est un jeu avec, genre il y a moins de 52 cartes, tu vois. Et je me souviens, le jeu était en rupture permanente, donc c'est un jeu qui était très difficile à trouver, mais je suis content que le jeu ait une comment dirais-je, une nouvelle vie, une version qui sera accessible. Ouais, c'est ça, qui sera accessible à pas mal de monde. Dans les derniers jeux que je voudrais citer, il y a Tragedy Looper. Oui. Qui est un jeu qui est sorti en 2011 de Baka Fire, qui est aussi un de ces jeux complètement inattendus, inespérés, qui devrait pas avoir une place en fait sur le marché du jeu de société. C'est un jeu qui est très narratif où tu vas remonter dans le temps et rejouer des boucles en fait de récits et qui sont aussi des boucles mécaniques. Et c'est un jeu qui a eu un gros succès sur le marché américain. Je pense qu'il est sorti en français. À mon avis, c'était à l'époque parce que c'est un jeu Z-Man, c'est sûr, et il a dû sortir chez Philosophia à l'époque, à mon avis. Ouais, si c'est Z-Man, ça devrait être en toute logique, on peut penser que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Philosophia. Figure-toi que j'ai failli jouer là, il y a quelques jours, et puis non, ça ne s'est pas fait, mais j'avais très envie. Et apparemment, c'est très très spécial. Hein. C'est une expérience vraiment unique. Ouais. Hein. Je sais que moi, je me souviens y avoir joué sur la version japonaise, donc quand elle est sortie en 2011. Et ça a été une expérience vraiment unique. C'était complexe parce qu'en japonais c'est vraiment pas évident. J'y avais rejoué en anglais et c'est un jeu qui m'a marqué en fait. C'est marrant, c'est un auteur qui a un peu laissé tomber la création de jeux de société plus classiques, même si Tragedy Looper c'est loin d'être un jeu classique. Hein.
mais parce qu'il a créé un jeu d'affrontement à 2 joueurs qui a eu un très très gros succès à un moment sur le marché japonais. Et du coup, il s'est concentré sur ça. Et je sais pas ce qu'il est devenu là. Ça a dû bien retomber, je pense, son jeu, mais je pense qu'il a vécu de ça pendant pas mal d'années, presque 10 ans, je pense. D'accord. Un jeu autour des Sakura, je sais plus comment ça s'appelait exactement, mais Sakura Arms. De cartes, Sakura Arms, je vois. Exactement, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Qui a l'air d'être effectivement un très très gros succès japonais. Ouais, je vois qu'il en a plein de déclinaisons de ce jeu-là, Sakura Arms en fait sur sa fiche. Mais Tragedy Hooper, qui est pas l'air d'être facilement trouvable en tout cas. Non, en anglais, c'est pas évident non plus en plus. C'est un jeu qui commence à avoir pas mal d'années. Ce qui est marrant, c'est un jeu qui vit encore parce qu'il est encore localisé régulièrement dans de nouveaux pays. Là, je voyais sur la page BGG. C'est assez étonnant, assez étonnant. Mais c'est un gros travail de traduction. Ça demande un travail assez dingue. Ouais. On a fini pour nos jeux ou on en sort? Ouais, tu sais, je pense qu'on pourrait continuer à en citer à l'infini. Il pourrait y avoir Trio, tu vois, je parlais de 13 Leaves de Masato qui m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de jeux comme ça qu'on pourrait citer, mais je pense que là, on a fait déjà le tour de pas mal de choses. Et on voulait terminer sur le parcours de 2 jeux légendaires. Oui. Des jeux qui ont une histoire très particulière. Alors, je sais pas si tu comprennes chronologiquement, en fait, Ouais, peut-être commencer par le premier. Donc, c'est un jeu de Morikawa Yukihito, qui est avant tout un développeur de jeux vidéo. Il a fait beaucoup de jeux sur PlayStation 1, PlayStation 2. Il y a un jeu que j'adore, par exemple, qui s'appelle Kumauta, qui est un jeu où, en fait, on fait chanter un ours, qui est un jeu complètement what the fuck sur PS2 que j'adore. Et c'est un game designer de jeux vidéo qui a aussi fait des jeux, et notamment un jeu qui s'appelle Harvest, qui est ressorti récemment, qui est ressorti il y a quelques années au Japon, qui est sorti en français sous le nom de Plante Bataille, je pense. Moi, j'ai une boîte Yellow avec le nom Veggie Match. Oui, c'est ça, Veggie Match, pardon. Ouais, alors, Veggie Match, c'est la version anglaise, peut-être. Non, c'est la version anglaise, et Plante Bataille, t'as raison, c'est ça, c'est la version française, qui a un titre cette année ou qui est déjà sorti, je sais pas. Qui est sorti, je pense. Elle est sortie en janvier. Ok. Et c'est un jeu qui a une histoire vraiment sympathique, que j'avais découverte, en fait, quand j'avais revu la version rééditée au Japon, qui était avec des illustrations de Inoue Osamu, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, et qui, je trouve, avait fait un vrai beau travail sur le jeu. Et c'est un jeu qui est sorti en 1992. Donc on est vraiment au tout début du jeu de société au Japon. Et ce qui est le plus dingue, c'est que le jeu, en fait, n'était pas vendu dans les boutiques. C'est un jeu qui était vendu dans 2 endroits uniquement. Le premier, c'est les kiosques. Et les kiosques, c'est les petits stands qu'on peut trouver dans les gares, notamment de train ou de Shinkansen, et où tu peux acheter des souvenirs, tu sais, un bento ekiben, là, un petit repas à manger dans le Shinkansen, ou des petits biscuits, des boissons, souvent des bières, des trucs comme ça. Et en fait, il s'était dit... Enfin, la demande venait pas de lui. C'était le service JR, donc Japan Railways, qui lui avait demandé directement d'imaginer un souvenir qu'on appelle omiyage en japonais, un souvenir fait pour les enfants. Et donc le gars, Morikawa Yukihito, là, il s'est mis à créer un jeu qui était vendu dans un kiosque de la gare de Shinkansen, près de là où il habitait, et dans le Shinkansen. C'est-à-dire que tu avais des vendeurs et des vendeuses à l'époque dans le Shinkansen qui te vendaient ça a disparu il y a 2-3 ans. Du coup, il avait la boîte, comment dirais-je, JR, lui avait demandé de créer un souvenir spécialement pour les enfants pour qu'ils puissent jouer dans le train. Et c'est comme ça que ce jeu est né. Ah ouais. Et donc le jeu était introuvable, absolument introuvable. C'est excellent. Et l'éditeur 4Games qui l'a ressorti, je pense, il y a 3-4 ans, était tombé dessus par hasard et il s'est dit, je vais refaire le jeu. Donc il a dû recontacter ce monsieur qui est plus tout jeune aujourd'hui. Parce que c'était le mec, il était au pic de sa carrière à l'époque de la PS2, donc t'imagines, c'est quelqu'un qui commence à être un peu âgé. Et voilà, c'est un jeu qui était très difficile à trouver pendant un moment. Jusqu'à la réédition, le jeu se vendait pour des fortunes au Japon. Je me souviens d'une enchère que j'avais suivie après avoir entendu parler du jeu.
Je pense que le jeu était parti pour peut-être 2300 €, 2400 € au Japon. Wow. Ouais, c'était parce que c'est un jeu absolument légendaire, introuvable. Et là, tu vois, avec la réédition, comme quoi, on sait jamais ce que peut devenir le marché, mais je me suis dit, pour l'histoire, je vais essayer de le retrouver et puis voir si le prix est toujours aussi absurde. Et en fait, là, je l'ai trouvé à une trentaine d'euros dans une boutique japonaise. Donc, j'ai racheté la première version pour voir un petit peu à quoi elle ressemble et je t'enverrai des photos parce que je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Moi, je l'avais acheté. Enfin, moi, je sais que je l'ai acheté quand j'étais venue au Japon. Ouais, la version très pop, non ? Pas la version originale. Oui. Non, moi j'ai la version très, c'est ça, très colorée, avec les petits légumes en fait, qui ont tout mignon quoi, qui ont des gros yeux ronds, enfin voilà, qui est assez mimi quoi. Mais alors que le jeu est très méchant. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est ça que j'allais dire justement, c'est que c'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'expertise du jeu enfant à ce moment-là, parce que le créateur, il fait un jeu spécialement pour les enfants, des enfants qui n'ont probablement pas d'expérience de jeux de société ou très peu avec des jeux, on va dire, grand public, et qui se retrouvent à jouer à un jeu qui est extrêmement horrible. À mon avis, l'ambiance dans les Shinkansen, ça devait pas être facile, hein, tu vois. Il y a pas mal de cris d'enfants, quoi. Parce que le jeu, quand même, peut devenir vraiment méchant, quoi. Ouais. Ah oui, tu peux te faire des crasses, enfin, de mémoire, tu peux vraiment te faire des crasses si tu le souhaites, quoi. Hein. Ouais, c'est... Et piquer je crois qu'il y a un moyen aussi de piquer les trucs des autres, en fait. Tu profites de ce qu'ils ont fait, puis tu les récupères pour toi. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc oui, comme tu dis, c'est pas, il y a il y a un décalage entre le visuel et puis le public pour la cible ou l'audience à laquelle c'était destiné versus ce qu'on fait dans le jeu, quoi. Exactement. Et le deuxième jeu dont je voulais parler, c'est un jeu dont on parle pas mal sur le marché français depuis quelque temps après son succès aux États-Unis. Oui. C'est Magical Athlete, parce que c'est un jeu d'une personne qui est aussi assez importante dans le paysage ludique japonais. C'est quelqu'un qui s'appelle Ishida Takashi, qui faisait partie en fait du groupe très fermé des gens qui ont été fondateurs du Game Market, avec notamment Kusaba Jun dont je parlais juste avant. Et le jeu, en fait, là aussi, décidément, il va vraiment falloir que je creuse ce mystère parce que ça me rend dingue. C'est aussi un jeu qui est sorti chez Z-Man en 2010. Ouais. Le jeu est d'abord sorti en 2003. Il a eu plusieurs versions au Japon. J'ai d'ailleurs récupéré la toute première version que je vais recevoir la semaine prochaine pour faire des photos aussi, pour essayer de documenter un petit peu tout ça. Et des toutes premières versions, on voit que la base mécanique est la même que dans celle qu'on retrouve aujourd'hui dans la version CMYK, Yellow, je pense, en France. Et on retrouve un personnage dans ce que j'ai vu des photos, parce qu'il y a très peu de photos, donc il y en a peut-être plusieurs, hein, mais le personnage que j'ai remarqué tout de suite, c'est l'énorme bébé, tu sais, que tu peux avoir dans le jeu. Oui. C'est un des personnages originaux, en fait, de la version de 2003. Et il doit y en avoir d'autres. D'accord. Il faudrait que je creuse, mais le système est le même. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs itérations du jeu. Le jeu est sorti chez Z-Man. Et j'étais persuadé que James, qui est cofondateur de CMYK, l'avait trouvé au Japon. Mais en fait, je pense qu'il a juste eu entre les mains une version de Z-Man de 2010. Z-Man, ouais. Et du coup, ça a un peu cassé le mythe, parce que je me disais, il a dû chercher comme un dingue pour le trouver au Japon, ce qu'il aurait pu faire, hein, évidemment. Mais voilà, c'est marrant, et c'est aussi un de ces jeux qui montre que dès le tout début, la fin des années 90, le tout début des années 2000, il y avait quand même déjà des débuts de création de jeux de société qui aujourd'hui sont redécouvertes grâce à des gens qui sont curieux, grâce à des rééditions faites par des Japonais et Japonaises ou par des boîtes étrangères. Je pense que CMYK, c'est vraiment un des rares qui est capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment deux jeux qui ont une histoire assez dingue, qui ont des créateurs qui sont soit des gens qui sont issus d'un autre milieu, qui viennent s'intégrer dans le jeu de société pour un tout petit moment de leur vie, ou alors des gens qui ont complètement aujourd'hui disparu du monde du jeu de société et qui rencontrent le succès 25 ans plus tard. Tu vois, c'est, je trouve, des histoires assez dingues, quoi. Ouais, parce que là je vois qu'effectivement l'auteur de Magical Athlete, là,
d'origine, il fait plus rien du tout, quoi. En fait, il y a plus de... il doit avoir à peu près le même âge que Kusama Jun, donc il doit avoir entre 75 et 80 ans, tu vois, donc c'est des gens qui sont complètement sortis. Et c'est vrai que, et même il a pas une ludographie, en fait, très... En fait, il a surtout celui-là qui ressort, et après il y avait peut-être 2 jeux avant, mais... Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que s'il avait été découvert plus tôt, genre, tu vois, s'il y a un jeu qui était ressorti il y a 10 ans, ou il y a 7-8 ans, peut-être que c'est un auteur qui aurait encore aujourd'hui une actualité, mais quand t'attends 25 ans pour avoir un peu de reconnaissance, c'est plus compliqué, quoi. Oui, t'as une question de timing, quoi. Ouais, tu passes à autre chose, quoi, je pense. Ouais. Carrément. Et oui, et dans la nouvelle version, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a eu manifestement, il y a Richard Garfield qui est cité en co-auteur. Oui, je suis curieux de savoir ce qu'il a fait quand même, Richard Garfield. Moi sur aussi. le jeu. Je pense qu'il a juste développé des pouvoirs et il s'est pas trop cassé la tête. Je pense que la base mécanique est la même. On est sur le même principe de course avec des personnages qui ont un effet unique. Je pense qu'il a aidé en fait à faire un travail de développement que James pouvait pas faire lui-même chez CMYK, quoi. Et avant de conclure, je tenais quand même à citer un auteur que j'ai oublié de citer, qui est quand même un auteur et son illustratrice. C'est quand même Sashi et Sashi, qui sont quand même des gens qui sont essentiels, je pense, aujourd'hui sur le marché japonais. Il y en a d'autres, tu vois, il y a Itten dont on aurait pu parler, même si les créations sont moins intéressantes, je trouve, en termes de game design. Sashi, tu vois, comme Sail Away, c'est un jeu qui aurait mérité un succès beaucoup plus fort. Bah oui, en fait, en reparlant, effectivement, comme Sail Away auquel on a consacré une émission il y a pas longtemps avec Mad et Elodie, qui est un jeu moi que j'aime énormément. Oui, effectivement, que on pourrait mettre dans la liste ces jeux vraiment avec un univers très particulier, un univers visuel très marqué, puis qui fait qu'on sait tout de suite quand on joue au jeu de Sashi, quoi. Tu sais toujours où tu mets les pieds, en fait, quand tu... Exactement. Ouais. Tu joues à ces jeux, ouais. Et il y a pas mal de gens comme ça. Je suis sûr qu'on va avoir des regrets, hein. Dès qu'on aura appuyé sur stop, enregistrer le fichier, on va se dire, ah, mais j'ai pas pensé à elle, j'ai pas pensé à lui. Et moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y ait aucune femme créatrice, éditrice dans la liste et dans cette historique qui montre quand même qu'il y a un vrai déséquilibre. Et même si aujourd'hui, tu vois, il y a quand même un rééquilibre plus fort, en tout cas au Japon, comme c'est de la création amateur, c'est moins difficile que d'aller démarcher des éditeurs et qui sont très très sélectifs aujourd'hui. Au Japon, tout le monde peut faire des jeux, tout le monde peut être éditrice, tout le monde peut être créatrice. Et du coup, il y a moins de barrières à l'entrée, quoi. Il y a moins de barrières à l'entrée, finalement. Ouais. Et du coup, il y a une présence qui est un peu rééquilibrée aujourd'hui. Il y a pas de doute que d'ici quelques années, on aura quelques autrices qui auront des jeux qui seront publiés à l'étranger. Tu vois, déjà, en Europe, ça bouge un petit peu aussi, mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu l'histoire, même si c'est une histoire sur une trentaine d'années, tu vois quand même que c'est très, très masculin comme histoire. C'est... Alors qu'il y a plus d'illustratrices, finalement. Oui, il y a beaucoup d'illustratrices, par contre. Et tu vois, on parlait de Osamu Inoue, qui est une illustratrice très importante de l'univers d'Ojin, qui a illustré beaucoup de jeux, et notamment les jeux, tu vois, beaucoup de jeux de Kentaro Yazawa, beaucoup de jeux de Shimamura Nao, enfin bref, elle est très très présente. Et Tori Hasegawa aussi, qui est un homme pour le coup, son époux qui est aussi très présent. Il y a plein d'illustratrices vraiment intéressantes au Japon. Tu vois, Saibepe, c'est une marque féminine très très forte. Elle est d'une efficacité absolue, c'est une machine, Sai. Mais voilà, il y a un rééquilibre qui se fait du côté des artistes, on va dire. Oui, effectivement, là on a plus de noms qui nous viennent en tête et ou les Takako Takara, qui illustre tous les jeux de Sashi aussi, voilà, qui est et tu vois dont on connaît le travail en tout cas. Exactement. Et tu vois, pour redonner un petit peu de côté positif à cette description très masculine. En fait, quand tu regardes un petit peu Hisashi, sans Lyoko, ses jeux sont pas illustrés, tu vois. Elle gère une grosse partie du travail d'équilibrage, elle propose des idées. Sashi, c'est pareil. En fait, quand tu regardes un petit peu, et dans les maisons d'édition, il y a beaucoup de présence féminine, mais qui est dans l'ombre un petit peu du représentant masculin et de la maison d'édition, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Mais c'est vrai que c'est souvent, il y a beaucoup d'histoires de couple au Japon. Il y a beaucoup de cercles d'auteurs, autrices,
et de maisons d'édition qui existent, ou de board game café, tout ça, qui existent aussi avec une présence féminine, quoi. Même si elle est moins visible. Mise en avant. Oui, exactement, ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce on s'était noté, qu'on avait envie d'aborder dans l'émission. Pour une première partie sur 5, c'est pas mal, je pense, là. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais écoute, merci beaucoup pour tout ce travail de recherche et puis de nous permettre de mieux connaître et qu'on dépasse un peu notre vision qu'on a, enfin la vision qu'on peut avoir vue de très loin, vue depuis la France avec tous les biais de représentation, vu qu'on voit le petit bout de la lorgnette finalement, on n'a pas, et c'est chouette d'avoir la possibilité aussi d'avoir beaucoup plus d'informations et d'éléments sur tous ces jeux et ces auteurs qu'on connaît finalement pas très bien. Je pense majoritairement à quelques exceptions près, et encore je pense qu'on connaît pas si bien que ça, même pour les noms qui nous sont familiers, quoi. Mais c'est vrai que déjà les noms d'auteurs francophones, auteurs, autrices francophones, c'est compliqué de retenir ça, donc quand tu passes sur des noms et des prénoms qui ont des consonances qui sont pas du tout familières, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Mais en tout cas, merci à toi pour cette plateforme que tu m'as offerte, et puis d'avoir accepté cette idée de faire un dossier comme ça un peu historique sur le Japon. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, et c'est vrai que ça nous a pris un peu de temps de préparation. Je pense que ça aurait mérité un peu plus de temps de préparation de mon côté. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai envie de creuser encore un petit peu à côté. Mais merci à toi, et puis j'espère que ça plaira aux gens qui écoutent. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Ça m'a fait super plaisir. C'était vraiment passionnant. Et puis, écoute, qui sait, si on trouve des nouvelles choses et tout, on aura peut-être matière à une nouvelle émission avec un autre angle. Qui sait, voilà. On s'interdit rien, c'est ça qui est bien. Ouais, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire encore. Ouais. Super. Et merci encore, Iso. On remercie les auditeurs et les auditrices pour leur écoute. Puis on se dit à bientôt. On fera forcément une émission sur le prochain Tokyo Game Market. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, il y a des chances, oui. Merci à tout le monde. Salut. Ciao. Ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 27 avril 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.